Ouh là là, ça fait beaucoup de monde, hein. Ça fait plus que l'Académie des Neufs. Est-ce que, est-ce que vous vous souvenez de ce magnifique C'est jeu magnifique, je télévisé? télévisé. Pourquoi je m'entends en double? Moi, je m'entends en double. Non. Bonsoir tout le monde. Bon- bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous demander de vous Bonsoir. mettre insupportable, de vous mettre tous au mieux, de couper vos micros pour pas que ça fasse trop d'interférences. Hop. Mais on peut se dire des bonsoirs et vous avez le chat et utilisez le chat pour faire des bonsoirs. Mettez vos caméras parce que comme ça, on peut se voir et c'est beaucoup plus sympathique comme ça. J'en étais à parler de l'Académie des Neufs et de est-ce que vous vous souvenez de ce magnifique jeu télévisé le midi, hein, avec ces célébrités dans les cases qui s'allumaient et tout ça. Et à chaque fois que je suis sur Zoom, j'ai l'impression d'être la présentatrice de l'Académie des Neufs et ça, c'est un kiff absolu. Voilà, donc merci. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Voilà les petits messages. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Prenez place. Si vous pouvez, allumer la vidéo. Comme ça, on voit vos têtes. Si vous pouvez pas, on vous garde quand même. Et vous êtes les bienvenus. Merci, merci encore beaucoup pour tous vos messages depuis lundi. C'est un truc de fou pour tous ceux qui répondent, celles aux devoirs, qui font les devoirs, qui répondent aux questions. Enfin, cette émulation et cette énergie pendant cette semaine. Ce soir, nous nous retrouvons, hello, hello, nous nous retrouvons pour, j'avais vraiment envie de vous présenter des thérapeutes, des psys, des coachs, enfin des accompagnants au sens large, des psychopraticiens qui sont spécialisés dans l'accompagnement des neuroatypiques. Certaines interviennent aussi, sont formatrices dans la formation professionnelle, chacune dans leur spécialité. D'autres sont coachs, thérapeutes, psychopraticiennes spécialisées et ont fait la formation. Le but, clairement, c'est pas de vous vendre la formation. Enfin, je pense que j'ai vraiment pas besoin de ça pour vendre cette formation. Le but, c'est que je fais appel aux gens que je connais et forcément, les gens que je connais, c'est mes copines, mes partenaires et mes clientes parce que je sais qui elles sont et comment elles travaillent et j'ai toute confiance. Je vais pas prendre des gens que je connais pas. Donc voilà, il se trouve que ça vient de là. Mais l'objectif de ce soir, c'est vraiment de vous présenter différentes axes et angles de prise en charge, d'accompagnement. Et donc, nous allons commencer. Nous avons la chance d'avoir Audrey Blossom Nutrition qui est là. Audrey Sersté. Bonjour Audrey. Je- Bonjour. Comment allez-vous? Attends, je te mets en... Comment on fait? Mettre en avant pour tout le monde. Mmh. Allez, en gros Oh! plan. Ouh! Formidable. Ah, il y a des gens dans la salle d'attente. Bah oui, bonjour, les gens dans la salle d'attente. Faut que je vérifie ce truc-là, moi. Audrey, merci beaucoup d'être avec nous. Je te fais passer en premier parce que je sais que tu es pressée et que tu as des engagements. Voilà, J'ai un petit loulou qui m'attend. c'est ça. Donc c'est toi qui inaugure. Je Merci. voulais vraiment que tu puisses intervenir ce soir pour déjà nous présenter ton activité, mais surtout nous expliquer en quoi c'est vraiment intéressant, voire nécessaire, de Mm. s'intéresser à la nutrition, au microbiote, à la psychonutrition quand on s'occupe de neuroatypies. Ouais. Alors, moi, donc, je suis nutrithérapeute spécialisée dans les troubles digestifs et plus particulièrement, enfin, je me suis spécialisée parce que ça me passionne, en tout ce qui concerne le microbiote. Voilà, et je continue à me former. Je suis encore là en cours de formation avec un des grands noms du microbiote qui se trouve évidemment aux États-Unis, vu que toutes ces informations viennent souvent par là. Mais donc c'est vraiment une passion et dans la formation d'Audrey, j'interviens 2 fois pour parler, du microbiote, mais pas que, pour parler du système digestif, de son fonctionnement, de la flore intestinale
de comment elle fonctionne, pourquoi c'est important, mais aussi parce que clairement, les neuroatypiques ont des besoins et des réponses biologiques qui sont uniques et qui rendent l'alimentation et la santé intestinale vraiment critiques. Euh, Moi, je suis aussi neuroatypique, je suis hypersensible. J'ai eu des troubles digestifs. Il faut savoir, ben, je vous donne déjà une information intéressante, c'est que un des critères pour euh, diagnostiquer, si on peut dire ça comme ça, pas vraiment diagnostic, mais pour déterminer euh, l'hypersensibilité, c'est les troubles digestifs. Donc, toutes les hypersensibles ont des troubles digestifs. C'est un critère, voilà, c'est un des critères. C'est bien ça, Euh, c'est cool. Vous êtes content? C'est un des critères pour pouvoir déterminer ça. Mais aussi, évidemment, c'est les HPI, c'est les HPE, TDAH, etc. Il y a tout un tas de choses à prendre en ligne de compte euh, qui sont en lien avec les troubles digestifs et qui sont en lien aussi avec le microbiote. Il y a des particularités, notamment dans la composition du microbiote chez les personnes souffrant de TDA, TDAH. Donc ça, c'est des choses dont on parle dans la formation. On va plus loin aussi, on va aller découvrir ce que c'est le microbiote, quelles sont les principales bactéries. Je vous rassure, je donne des infos, mais je vous noie pas non plus dans des trucs trop complexes. Euh, et on va essayer de comprendre aussi quels sont les différents symptômes, quelles sont les différentes pathologies, toujours très high level, pas trop dans le détail pour que ça devienne hyper complexe. C'est pas non plus le but, hein. Voilà, comprendre quelles sont les conséquences des troubles digestifs chez les personnes neuroatypiques. Et dans un deuxième temps, dans la deuxième intervention, l'idée, c'était de boucler la boucle, parce qu'évidemment, le système digestif, il fonctionne pas tout seul et il influence des axes assez importants, dont l'axe intestin-cerveau, qui est évidemment ici très lié hein, quand on pense aux neuroatypies. Et donc l'idée, c'était aussi de comprendre comment ça influence l'axe intestin-cerveau, comprendre et savoir ce que c'est l'axe intestin-cerveau déjà, euh, comprendre les enjeux, comprendre et savoir comment gérer justement et améliorer le terrain, parce qu'il y a le terrain microbiote pur, mais il y a évidemment tout ce qui passe par le nerf vague, hein, donc c'est ce fameux lien intestin-cerveau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut mieux gérer son stress? Des exercices, de la pratique, ça il y aura aussi. Et Et bien sûr, de la nutrition. La base de la nutrition, qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Comment je fais en sorte d'avoir une alimentation qui est équilibrée et un peu de micronutrition, évidemment. Je ne m'étends pas sur la micronutrition pour la simple et bonne raison, c'est quelque chose qui est hyper personnalisé. Mais je donne quand même des clés, un peu des pistes, des choses, je dirais la base. Voilà. Mon kit de base, c'est quoi? Euh, alors, il y a quelqu'un qui a reconnu que tu avais un accent belge. Et donc ça, oui, bravo. Vous aurez un oui. point bonus, la personne Motorola Moto qui n'a pas de prénom. Voilà, point bonus d'avoir reconnu la Belge qui réside en Audrey. Et Audrey, rapidement, pour les personnes, c'est Alexandra qui est en Motorola. Pour les personnes qui vont pas faire la formation, parce que tout le monde ne va pas faire la formation. Quels sont les points que tu pourrais donner déjà, tu vois, quand on est accompagnant ou quand on veut être un peu vigilant sur quels sont les points de vigilance, tu vois, qu'on peut avoir quand on veut accompagner des neuroatypiques sur le plan de l'alimentation ou qu'est-ce qu'on peut déjà vraiment aller regarder, même si, enfin, toi-même, on n'est pas nutrithérapeute, mais pour pouvoir aiguiller, il faut regarder quoi et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, un peu, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. pour pouvoir aiguiller, il faut regarder quoi? Il faut regarder déjà au sens strict les troubles digestifs. Donc, est-ce que j'ai des problèmes au niveau de l'estomac, des remontées acides, des brûlures d'estomac, ce genre de choses? Est-ce que j'ai des ballonnements? Est-ce que j'ai des gaz? Est-ce que j'ai des crampes, des spasmes, etc. Commençons, hein, désolée s'il y en a qui mangent, j'espère pas, mais voilà, Non. comment sont mes selles? Est-ce que je vais à la selle tous les jours? Est-ce que je suis, donc, si pas, je suis constipée? Est-ce que par contre c'est l'inverse? Donc, c'est des selles plutôt molles, voilà, ce genre de choses. Les odeurs aussi. Euh, et puis, après, il y a tout ce qui est en lien avec le digestif. Et c'est donc pour ça que je parle aussi de l'axe intestin-cerveau. Il faut savoir que les troubles digestifs, ça a des répercussions ici sur notre mode de fonctionnement, sur notre irritabilité, enfin, potentiellement notre Sur l'humeur. irritabilité, notre humeur. Voilà, ça peut avoir des effets au niveau
autant dépressif que être super en colère sur tout le temps. Ça peut avoir des effets au niveau de la concentration, du brouillard mental, qui sont déjà des critères dans la neuroatypie à proprement parler. Et donc, c'est des choses qui sont amplifiées d'autant plus quand on souffre de troubles digestifs. D'où Et donc, est-ce que la l'importance. bonne nouvelle, c'est que quand on travaille ça, c'est réversible? Parce que c'est ça qui nous intéresse en fait. Est-ce qu'il y a une réversibilité? Je vais pas répondre moi parce que ça serait de la triche. Mais tu es bien placé Mais pour je le peux, savoir, mais je peux mais témoigner. oui. Oui, 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 évidemment. Et c'est ça qui est génial. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire dans le corps humain. C'est que le corps humain est super bien fait. Et l'intestin, c'est l'organe qui a le plus de résilience dans tout le corps humain. Il a un pouvoir d'adaptation qui est assez hallucinant. Et il y a une raison à ça. C'est parce que c'est l'organe le plus important du corps. Parce que c'est l'ordinateur de bord de votre corps. Donc, si celui-là, il fonctionne pas bien, imaginez que votre intestin, c'est comme les racines d'un arbre et que le reste du corps, enfin, tous les autres organes et tous les autres systèmes, c'est des branches. Ben, si celui-là fonctionne pas bien, les branches, la sève va pas monter dans les arbres, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des pathologies, des symptômes, etc., qui vont apparaître. Et donc, cet intestin, ben, il a une résilience de fou parce qu'on sait que c'est lui qui est super important pour que tout fonctionne et que tous les autres systèmes fonctionnent correctement. Par système, j'entends système endocrinien, système cardiaque, système pulmonaire, etc. Donc, oui, c'est réversible et heureusement que c'est réversible. Et donc, quand on met les choses en place et qu'on prend le problème par le bon bout et qu'on met progressivement tout en place, donc on travaille moi en général, je commence par travailler sur l'alimentation et puis on se focalise sur le microbiote en fonction des problèmes qu'il y a à résoudre et on avance comme ça progressivement en Et mettant tu différentes travailles choses aussi en beaucoup place. sur le nerf vague aussi. Voilà, et puis il y a effectivement toute la Enfin, toutes les partie réponses au stress. stress, nerfs vagues, sommeil aussi, parce qu'il y a il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'insomnie ou de sommeil pas réparateur. Et comme je travaille aussi beaucoup avec des femmes, évidemment, je ne peux pas ne pas m'occuper de leurs hormones ou de nos hormones, si je peux dire ça comme ça. Hem Et donc ça fait partie des choses sur lesquelles, on travaille. Moi, j'ai de plus en plus dans ma patientèle des femmes, en préménopause qui se demandent ce qui leur arrive, qui pensent qu'elles sont devenues folles, mais non, vous êtes juste en préménopause. Voilà, mais donc ça fait partie des choses qu'on met en place et sur lesquelles on travaille pour aller mieux. Voilà. Top. Merci. Merci beaucoup, Audrey. Avec plaisir. Hop, attends, comment ça? Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ah, c'est sérieux, ça marche. Je suis toujours contente quand ça marche. Audrey, si tu dois, donc voilà, donc vraiment, enfin, j'espère que vous l'aurez compris. C'est pas, on peut pas faire l'économie en fait de ça et de notre système digestif. Après, si on n'est pas nutrithérapeute, naturopathe, médecin nutritionniste, endocrino et que sais-je, enfin surtout spécialiste du système digestif, il y a quand même des choses à proposer, il y a quand même des choses à mettre en place et surtout de savoir que dans tous les cas, ou quasiment dans tous les cas, quand il y a problème, ça vaut vraiment le coup d'être la personne, l'accompagnant, le thérapeute qui va savoir adresser et de dire là, écoutez, suspicion, machin, tac, tac, ça serait vraiment intéressant d'aller faire des analyses ou d'aller voir un nutrithérapeute si soi-même on ne l'est pas. Merci beaucoup, Audrey. Gros bisous. Enfin, tu pars, tu restes quand tu veux, tu repars quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Alors, tu es à la maison, bien évidemment. Merci. Tac, tac, tac. Est-ce que dans les intervenantes, il y en a qui doivent partir plus tôt, enfin, qui sont prises par le temps et qui voudraient passer dès maintenant? Qu'elles parlent. Maintenant, now. Non, c'est bon? Ok, alors je fais dans l'ordre. J'appelle Estelle Janson, qui est là, ici présente. Bonjour, je prends dans l'ordre de mon écran, hein, du coup. T'as bien raison. Bonjour, bonjour. Alors, je te mets en truc. Voilà. Bonjour. Tu me mets en Donc, grand?
T'es en grand, t'es grande. Ok, excellent, Voilà, super. t'es toute grande. Donc, je vous présente le docteur Estelle De Pellicci, parce que ton nom de docteur, c'est De Pellicci. J'ai regardé. Voilà, qui est psychiatre de son état et entre autres spécialisée dans les neuroatypies et elle-même neuroatypique avec HPI, TDAH, hypersensibilité, tout ce qu'il y a dans le magasin. Voilà, J'ai pas les presque. TSA. T'appelles TSA, c'est vrai. Voilà. Oui, je vais le noter. Je vais le noter comme ça. Estelle, elle va pouvoir se concentrer sur sa présentation. Donc voilà, Estelle, avec qui j'ai le plaisir de travailler dans tous les sens. Voilà, on est partenaire, on est cliente, on est docteur, voilà, à On est plein cobaye un peu aussi. à plein de trites. On est auto-cobaye, on fait plein de choses. On fait des sujets de recherche à nous-mêmes, entre nous déjà. On est sujet de nos propres recherches. Ça, c'est vachement bien. Estelle, donc dans la formation, elle intervient entre autres sur les neurosciences et aussi sur le TDAH. Je voulais qu'elle vous présente aussi dans sa pratique ce que elle, en tant que psychiatre, parce que Estelle ne fait pas que les neuroatypies et n'a pas commencé avec les neuroatypies. Et qu'est-ce que ça a changé, donc Estelle, pour toi, de commencer vraiment dans ta pratique à t'intéresser de plus en plus à l'accompagnement des neuroatypies? Euh, Raconte-nous ce que tu veux, quoi, en gros. ouais, voilà. En Voilà. gros, déjà, moi, j'ai une histoire de psychiatre un peu inhabituelle parce que euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est le cerveau. Et je n'ai jamais été de ces psychiatres qui sont convaincus que les émotions et l'âme, c'est une espèce de nimbe comme ça ou un espèce de brouillard qui flotterait dans notre cerveau. Moi, j'ai eu besoin d'autre chose et donc à la base, je me suis intéressée aux troubles cognitifs chez les personnes âgées. Donc j'ai d'abord commencé par le neurodégénératif, c'est-à-dire les neurones qui disparaissent et qui donne des problèmes de comportement et d'émotion, donc maladie d'Alzheimer et maladie apparentée. Et puis après, je me suis dit, mais finalement, une fois que j'ai fait le tour de tout ça, qu'est-ce qui se passe quand les neurones, ils s'installent de façon inhabituelle? Alors, il y a plein de cas où où on considère que c'est tout à fait banal, hein, par exemple être gaucher. Aujourd'hui, on considère que c'est tout à fait banal. C'est pourtant une construction inhabituelle des neurones. Et puis après, je suis allée regarder un peu plus loin, et puis finalement sur le haut potentiel, puis finalement sur l'hypersensibilité, puis finalement sur le trouble déficit de l'attention. Et voilà, moi j'adore me dire et j'adore comprendre que chacune de nos émotions, chacune de nos difficultés, chacun de nos comportements, c'est d'abord et avant tout une histoire de neurones, de neurotransmetteurs. Et pourquoi j'aime bien réfléchir comme ça? Parce que finalement, nos neurones, notre cerveau, il a un truc assez génial qui s'appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité que nous avons toute notre vie à créer des nouvelles connexions entre les neurones. Et quand on a compris ça, on comprend tout le sens de la psychothérapie, parce que si on a la capacité à créer des nouvelles connexions entre nos neurones, on a la capacité à changer nos réactions face à des situations, et on a la capacité aussi à modifier nos comportements face à des situations en explorant, en créant des nouvelles connexions. Donc moi, ce que je vais vous présenter pendant cette formation, c'est finalement, alors c'est bien, vous allez me voir tout au début, comme ça vous n'avez pas trop le temps de m'oublier. Je vais vous présenter le cerveau et notamment le cerveau des neuroatypiques et pourquoi ces gens-là n'ont pas les mêmes besoins que les autres. Tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas le même cerveau que les autres. Et donc, ils vont pas interagir avec leur environnement de la même façon, ils vont pas traiter les mêmes signaux, et que ça va entraîner des dérégulations. Audrey Sersté, elle vous en a très bien parlé par rapport à l'axe intestin-cerveau. Quand on a un cerveau qui traite 10 fois plus d'informations que les autres, bah, il est plus stimulé, et du coup, quand on est stimulé, on est sur le côté sympathique du système, hein, c'est la réponse à un stress. Et on en oublie le parasympathique. Le parasympathique, c'est la fonction rest and digest. Je me repose et je digère. Quand on ne laisse plus de place pour le système parasympathique, on ne laisse plus de place pour son système digestif. Et donc, on a mal au ventre. Et donc, on lui laisse pas le temps de faire son travail et de récupérer, etc. Donc, moi, je vous parlerai pas de l'intestin parce que ça, c'est toute la partie d'Audrey Sersté. Moi, je vous parlerai finalement de tout ce cerveau, comment il fonctionne, comment il influence dans nos réactions, comment il va moduler
la perception qu'on peut avoir du monde, et puis après, peut-être de réfléchir un peu aussi, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et aussi déconstruire des idées reçues comme euh, t'es feignant, arrête de surréagir, t'es trop sensitif, t'es trop émotionnel, t'es pas assez normal, t'es pas assez invisible, t'es trop intense. Ben, tout ça, en fait, c'est pas qu'on est trop, c'est qu'on interprète, qu'on ressent et qu'on réagit aux choses de façon différente. Et je rajouterais un truc, c'est que moi, toutes mes neurodivergences, je les ai découvertes avec mes enfants, en avançant en âge, etc. Et par le métier que je fais, j'ai eu la chance d'aller extrêmement loin dans tout ce que j'ai pu aller chercher comme réponse de pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi je ne comprends pas les choses comme ça, pourquoi moi je réagis là où des gens réagissent pas. Et je pense aujourd'hui que c'est probablement ma plus grande force de dire que quand je parle à un de mes patients qui a un trouble déficit de l'attention, non seulement je peux lui dire ce qui se passe dans la vraie vie, parce que je l'ai vécu comme lui, mais je peux aussi lui traduire tout le jargon scientifique hyper compliqué que moi, ma formation de médecin, de psychiatre, elle m'a permis de comprendre, elle m'a permis d'intégrer, elle m'a permis de digérer et de mettre au niveau du patient que j'ai en face de moi, qui est forcément naïf, en tout cas sur la question de la science médicale. Voilà. Et à la fois, si je peux me permettre, aussi, il y a l'autre versant où le fait d'avoir quand même des connaissances et d'être capable de vulgariser des choses compliquées et des neurosciences, mais tout en ayant ce background vraiment scientifique, permet aussi de rassurer certains patients ou certains clients qui ont besoin de la caution scientifique et pas juste de ce qu'ils peuvent lire sur Internet, de blablabla, de oh, l'hypersensibilité, c'est comme si c'est comme ça. Il y en a, ils se satisfont pas de ce truc-là. Ils ont besoin limite du numéro de l'étude 535 et surtout qu'on leur explique les mécanismes, clairement. Oui, oui. Donc voilà, en fait, c'est cette petite gymnastique-là que je fais. Et puis, bien entendu, je suis aussi un peu mon propre cobaye finalement, parce que euh, ce que je lis, ce que je vais chercher dans les études, dans la science, dans les propositions, en fait, je vais l'essayer sur moi aussi, ou je vais comprendre pourquoi moi j'ai mis en place certains comportements qui finalement sont thérapeutiques aussi. Donc voilà. Voilà ce grand écart et ce chemin sur lequel moi, ça me permet d'aller à la rencontre de mes patients. Et je rajouterai un petit truc. Je ne sais pas si ça a à voir avec la formation, Audrey, mais c'est un tout jeune patient qui m'a dit ça, parce que je suis lui et je suis sa mère, et il a dit à sa mère, non mais tu sais, en fait, ce qui fait la différence, c'est que quand elle parle de ce qu'on vit, elle dit nous. Elle dit jamais vous, elle dit jamais toi, elle dit nous. Et probablement que c'est peut-être aussi le truc en plus où moi je vis la même chose qu'une partie de mes patients. Alors pas ceux qui ont la maladie d'Alzheimer, c'est sûr, parce que j'y suis pas encore, Pas mais encore. pas encore, quoique. Mais pour le reste, effectivement, je parle à mes patients beaucoup en utilisant nous. Parce que tout le chemin vers la science, je l'ai fait et que ça les concerne un peu aussi, en fait. Ouais, et puis c'est ce que je disais hier dans la transmission d'hier soir où je parlais de posture, ou d'avant-hier, je me rappelle pas, où je disais que euh, finalement, ce qu'on demande dans la psychothérapie classique, c'est cette neutralité bienveillante qui n'a plus lieu d'être quand on accompagne des neuroatypiques, et que ce nous, de parler au nous, est aussi euh, vraiment la façon de dire à des neuroatypiques qui sont en manque de ça que on les comprend. I've been there, I can relate. Et en fait, c'est ça qui fait toute la différence. Ouais, tout à fait. Vraiment. Sabine nous dit comment changer les connexions. J'ai pas vraiment compris la question, mais j'imagine que c'est les connexions neuronales, la plasticité neuronale, c'est ça, Oui, cérébrale, oui, c'est oui, ça que oui, tu veux dire, oui. Sabine? Oui, vaste sujet. On change pas les connexions, on en crée des nouvelles, on crée des nouveaux chemins. On le fait spontanément et sans jamais se poser la question quand on a un bras dans le plâtre. Quand on a un bras dans le plâtre et que vous apprenez à utiliser l'autre main et à fonctionner avec l'autre main, c'est de la neuroplasticité, c'est la capacité que notre cerveau va avoir à innover et à créer des nouveaux réflexes et des nouveaux automatismes en utilisant l'autre côté. Et en fait, on peut le faire par rapport aux pensées. C'est tout l'intérêt de la gratitude, par exemple.
Utiliser les mécanismes de gratitude, c'est déjà de la neuroplasticité parce qu'on va réhabituer notre cerveau, le réentraîner, le résensibiliser à prendre en considération ce qu'il y a de beau autour de nous plutôt que seulement résoudre notre vie à une liste de problèmes. Nous ne sommes pas des transmissions infirmières où dans les transmissions infirmières, aujourd'hui, on résume les patients à une liste de problèmes. Non, notre vie n'est pas une transmission. Notre vie, ça doit être de l'émerveillement. Et pour qu'il y ait de l'émerveillement, il faut qu'on arrête de transmettre les problèmes et qu'on commence à regarder ce qui va bien. Et on a le droit de transmettre ce qui est joyeux aussi. Et déjà ça, c'est de la neuroplasticité. Et c'est le principe de la psychologie positive. Et ça, on aime. C'est possible de créer des nouvelles connexions qui ressembleraient à un cerveau normal séquentiel. Non. Non, mais la réponse est non. Et non. Et non. Non, parce que la neuroatypie, ce n'est pas qu'une histoire de câblage du cerveau, c'est aussi une histoire de neurotransmetteurs. Et que quand bien même on va créer des nouveaux chemins dans le cerveau, on va créer des nouveaux réseaux de neurones, ceci n'influence pas ni la sensibilité de nos synapses aux neurotransmetteurs, ni la capacité qu'on va avoir à en libérer ou pas. Voilà. Et est-ce qu'on a vraiment aussi, autre question philosophique, est-ce qu'on a vraiment aussi envie d'avoir un cerveau normal? Ben non. Ben voilà. Enfin, je sais pas, chacun fait comme il veut, mais moi je sais que malgré tous les petits désagréments qui peuvent, voilà, hein, semer le chemin, pour rien au monde, je changerais mon cerveau. Je voudrais pas un cerveau normal. Ok, même après des traumas type reset. Waouh, ah, c'est pointu. Euh, Est-ce- non, on va, enfin, la question du trauma, je pense qu'elle est aujourd'hui pas forcément très bien traitée parce qu'on reste enfermé dans des conceptions freudiennes qui sont cause-effet. J'ai vécu un trauma, donc je vais mal. Et c'est comme ça. Et pour moi, c'est avant tout un mindset qu'il faut changer. Déjà de changer sa position en disant oui, j'ai vécu quelque chose d'extrêmement violent. Non, je refuse que cette chose me définisse et détermine qui je suis pour le reste de ma vie. Il n'y a pas de reset. La violence de ce qu'on a vécu fera toujours partie de notre vie. Après, on a le choix de décider si elle nous définit ou si c'est juste un événement dans notre vie et que nous sommes beaucoup d'autres choses. Non, mais ça, c'est toi, Alexandra, toi, ton fantasme, on a compris, c'est The Eternal Sunshine of a Spotless Mind, le film avec Jim Carrey et Kate Winslet, où on peut, quand on a vécu un truc traumatique, on peut nous effacer toute notre mémoire. Mais Mhm. regarde ce film, vraiment, je t'invite à regarder, je vous invite vraiment à regarder tous d'ailleurs ce film qui est extraordinaire et qui montre que le reset total n'est jamais souhaitable. Jamais souhaitable. Parce que c'est plus nous. C'est ça le Et, truc. et aussi que Kate Winslet avec des cheveux bleus, ça lui va hyper bien. Ouais, surtout quand elle s'appelle Clémentine, Oui. avec des cheveux bleus. Euh, En quoi les neurosciences permettent une meilleure prise en charge de la personne? Eh ben, les neurosciences, ce sont toutes les sciences qui s'intéressent au cerveau. Dans les neurosciences, il y a normalement la psychiatrie, la psychologie, la neurologie, la neuroradiologie, la neurochirurgie, la neuropsychologie, et certains mettent aussi un petit peu d'intelligence artificielle avec tout ce qui est réseau de neurones sur lesquels on va mimer l'IA. Euh, donc la neuroscience, ce n'est pas une réponse médicamenteuse. La neuroscience, ce sont toutes les sciences qui permettent d'investiguer, d'explorer, de comprendre et de soulager le fonctionnement du cerveau, qu'il soit sur un plan moteur, sensoriel, euh, tumoral, émotionnel ou comportemental. Voilà. Donc, les neurosciences ne se limitent pas à donner un médicament. Les neurosciences, elles travaillent sur 7 piliers en général. La psychothérapie, le coaching pour des outils au quotidien, la psychoéducation, expliquer la maladie aux gens, la médication, une part sur 7,
le sommeil, l'alimentation, l'hygiène de vie, la régulation du système nerveux autonome. Et je crois déjà qu'on est à 7. J'en avais encore, on pouvait arriver à 8, hein, avec aussi l'éducation du système et les groupes de pairs. La systémie, ouais, clairement. Et tout ça, c'est les neurosciences parce qu'on se rend compte que quand on fait de la respiration, de la méditation, on va moduler son nerf vague, donc on va améliorer son système parasympathique, que le système parasympathique a un effet sur le cerveau. Et ça, on a pu le comprendre grâce aux neurosciences. Merci, merci beaucoup, beaucoup, Estelle. Trop bien, trop kiffant. Je t'en prie, avec plaisir. Merci. Bah ouais, non, c'est chouette. Je te remets dans l'Académie des Neufs. Voilà, hop, restant. Bérangère, bonjour, bonjour, Hello, bonjour. Attends, je t'épingle. tu m'as épinglé, c'est bon. Bonjour. Ouais. Donc, je vous présente Bérangère Mingui, de son état, qui est psychopédagogue, ça je sais, Ouais, coach, formatrice. oui. Ouais, vas-y, rajoute ce que tu veux et après, moi, je Consul- mets, je complète. Consultante en réflexe archaïque, Voilà, ça, j'allais ah, le dire. c'était Ouais. ça que tu voulais dire. Spécialisée dans les neuroatypies. Concernée elle-même par les neuroatypies. Voilà, Ouais. comme je pense que toutes les intervenantes, en fait. Et Et spécialiste des méthodes aussi de travail. c'est ça, méthodologie de travail, que ce soit pour le scolaire comme pour l'entreprise. Et j'interviens en effet, que ce soit en individuel ou dans les écoles, auprès des parents et surtout dans les entreprises. Donc c'est assez vaste et je rejoins tout à fait Ludivine, ce que tu viens de dire en disant on s'ennuie vite avec nos outils. Et en effet, ce côté, je rajoute un autre outil, j'ai besoin de découvrir autre chose, j'ai besoin de voir comment ça fait des liens avec tous les outils que j'ai déjà en ma possession. C'est tout à fait ça. Donc moi, là, dans le cadre de la formation, je vais vous parler des réflexes archaïques et de la reconnexion au corps. Euh, un sujet hyper, alors moi, je trouve passionnant et hyper intéressant pour les neuroatypiques. Euh, Notamment parce que, ça a été dit plusieurs fois, mais on a ce syndrome de je suis trop ceci, je suis trop cela, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça. Et en fait, on a tendance à oublier que notre tête, elle fait que 25-30 centimètres et qu'il y a tout le reste, en fait, c'est notre corps. Et que notre corps, en fait, il n'est pas juste là pour nous faire nous déplacer d'un endroit à l'autre, mais c'est vraiment indispensable, en fait, de se reconnecter à notre corps. Dans les neuroatypiques, en fait, on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre, à décortiquer, à se dire qu'il faut qu'on fasse plus d'efforts, à essayer de rentrer dans un cadre, dans un moule. Et en fait, on a tendance à s'oublier. Et petit à petit, alors soit parce qu'on a été élevé comme ça, soit parce que ben, nos expériences de vie font ça, mais on va ne plus s'écouter ou ne pas s'écouter. Or, notre corps, il a énormément de choses à nous dire, et notamment avec cette partie réflexe archaïque. Et donc, en fait, c'est Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui connaissent pas les qui réflexes connaissent archaïques, à pas quoi ça ça. sert? Ouais. Bah, vous avez déjà tous vu un bébé, quand on lui met le doigt dans la main, il va serrer très très fort et vous pouvez le soulever. Ça, c'est un réflexe archaïque. On dit qu'il s'appelle archaïque parce que en anglais c'est primitive. Ils apparaissent pendant la grossesse et ils sont là dans les premiers mois de vie. Ils sont là pour nous protéger. Donc le bébé, il a besoin de s'agripper à sa maman pour pouvoir manger, pour pouvoir être en sécurité. Donc nos réflexes, ils sont là pour nous protéger et assurer notre survie. Normalement, notre réflexe, il doit s'intégrer, c'est-à-dire que lorsqu'on marche, on va pas marcher avec les mains sur le côté comme si on était sur un fil de funambule. On garde notre équilibre, on a appris à à se sentir en équilibre. Donc, en fait, on va marcher avec nos mains le long de notre corps. Et on va juste sortir nos bras lorsque on va trébucher, par exemple. Oui. Merci beaucoup, Estelle. Gros bisous.
J'ai cru qu'il y avait une question. Salut. Non, c'est Estelle qui s'en va. Au revoir Estelle. Et du coup, en fait, il s'avère que parfois, pour X raisons, nos réflexes sont encore présents, et ce qui fait qu'on va mettre en place des stratégies de compensation. On va même pas s'en rendre compte, mais par exemple, on va petit à petit mettre en place des tocs enfin, pour nous sécuriser, des tocs de vérification. On va peut-être être en train de faire comme ça avec nos cheveux lorsqu'on est concentré, mais parce qu'en fait, on a besoin de bouger dans notre corps. Voilà, comme tu fais toi aussi, on va avoir besoin de bouger, etc. Et tout ça, en fait, ça nous déconnecte de nos ressentis, ça nous déconnecte de notre intuition et ça peut en fait nous enlever énormément d'énergie. Et en fait, là où c'est hyper intéressant, c'est que avec cette approche psychocorporelle, on vient, enfin en tout cas moi c'est mon approche, c'est que je viens vulgariser ce qui se passe dans le corps, je viens légitimiser, je ne sais jamais quel mot c'est, mais en tout On cas, s'en fout. donner de la légitimité, donner de la légitimité au fonctionnement et à ce qui se passe chez la personne. Et elle comprend que c'est le système nerveux qui fonctionne comme ça. Et surtout, je viens, et c'est là où c'est moi ce qui me passionne de partager ça, c'est d'outiller, donc, de vous outiller, vous, pour savoir comment faire pour gérer votre système nerveux et calmer votre système nerveux. Mais en plus, je vous donne des outils qui sont faciles à transmettre à vos clients, des petits outils que vous pouvez utiliser dans la voiture, que vous pouvez utiliser dans les couloirs en train de marcher. Après, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais là, on part sur d'autres techniques. Mais vraiment pour outiller vos clients et vous-même dans un premier temps sur comment faire pour se reconnecter à son corps. Et moi, je peux témoigner que ça marche vraiment, 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 parce que quand j'ai eu un diagnostic de TDAH tardif, hein, à 37 ans, c'est ce qu'on appelle un diagnostic tardif. Et en plus, j'avais de la dyspraxie et je me cognais partout. Et la personne qui a remarqué, qui m'a dit, toi, là, il y a un truc et tout ça, m'a fait les tests des réflexes archaïques. Il y en avait bien évidemment plein qui n'étaient pas intégrés. Et donc, je me suis retrouvée à 37 ans à faire une rééducation et à refaire mes plein, plein, plein de mouvements et tout ça. Et en fait, tout est quasiment rentré dans l'ordre. C'est assez bluffant, je trouve. Alors Ouais. après, ça demande, enfin, faut le dire, enfin, j'imagine que, tu vois, quand on travaille avec des neuroatypiques, je sais, et notamment avec des personnes qui ont un TDAH, en tant qu'accompagnant, on est obligé quand même de faire avec le problème lié à la persévérance, tu vois, et aux routines dans le temps. Et je sais que la femme qui m'avait accompagnée à l'époque, je lui décerne une médaille, vraiment, parce elle a su comment me prendre et vraiment être patiente et ne pas me faire culpabiliser, parce que c'est quand même des mouvements qu'il faut faire un petit peu très régulièrement, ces Oui, c'est ça. histoires-là. C'est, plusieurs fois par semaine, idéalement tous les jours, mais plusieurs Bah, fois c'est ça. par semaine. Et alors moi, j'ai l'avantage, c'est que comme j'ai mes mouvements fétiches et comme je fais tout avec mes clients parce qu'on a ce côté, mais c'est quoi ces trucs bizarres, enfin, si on doit ramper, etc. Moi, je le fais avec mes clients. Donc en fait, j'ai pas ce problème de persévérance parce que, ayant Oui, moi-même, bah, parce que du coup, tu parlais tu de le fais tous les diagnostic jours tardif. avec toi, tu le fais tous les jours avec tes clients. Exactement. Donc, comme ça résout mon problème de persévérance que moi, mon diagnostic TDAH, c'était à 49 ans, hein. Mais oui, oui. Et en fait, justement, je viens outiller, je viens donner plein d'outils, plein de techniques qui sont faciles à mettre en place. Et comme tout à l'heure, Estelle disait qu'elle disait pas vous, mais elle disait nous. En fait, je me mets avec les personnes et je partage aussi ce que moi je fais dans ma vie quotidienne pour que aussi enlever ce côté culpabilisant de pas réussir à le faire dans la durée. Moi, j'explique que j'ai mis en place certains rituels et qu'il y a des fois, je fais rien du tout et puis d'autres fois, je vais remettre. Et en fait, c'est l'idée d'avoir plein d'outils différents. Ça permet d'aller piocher et de savoir s'écouter pour savoir à quel moment on peut en avoir besoin. Et ça permet du coup d'avoir des clients qui te disent, avec toi, je sais que je peux te dire ce que je ressens parce que tu me traiteras pas comme un ovni. Parce qu'on a Bah, ce c'est ça. lien avec nos clients, en fait.
Donc voilà, ma Merci. passion du psychocorporel. Voilà. Merci Ludivine. Ludivine, elle s'en va. Bye bye. À bientôt. Bérangère, c'est passionnant, mais genre vraiment merci. Et c'est, enfin, de toute façon, moi je suis archi convaincue parce que je l'ai vécu pour moi-même et je l'ai vécu, même si moi je ne pratique pas en tant que praticienne les réflexes archaïques, parce que c'est pas mon job, mais j'en vois à tous ceux qui font des réflexes archaïques. De réintroduire le corps dans tous les accompagnements qu'on fait, que ça soit du réflexe archaïque, enfin du corps, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours une solution gagnante. Ah oui, ça peut permettre de poser ses limites, de s'ancrer et vraiment, enfin, c'est hyper important pour sortir du mental pur. Donc ouais. Merci, merci, merci Bérangère pour Merci. cette ouverture-là et qui ouvre des pistes. Merci. Dans mon ordre d'écran, Florence. Bonjour Florence. Florence Collin, elle est là. Elle est dans la 3e position de l'écran. Après, il y a Bonsoir, Audrey Magnette Audrey. dans la 4e position de l'écran. Bonsoir Florence. Bonsoir Alors, Audrey. Florence, Bonsoir tout le monde. je t'épingle. Florence, tu es psychopraticienne, coach spécialisée, notamment, hein, parce que parmi tant d'autres choses, dans l'accompagnement des neuroatypiques. Et ta particularité, c'est que tu as été enseignante pendant, Ouais. pendant combien de 26 temps? ans. Pendant 26 ans. Et que Mais tu as qui nous a été épinglé deux, Florence. Moi, j'étais là Ah, aussi. on est épinglés toutes les deux. Mais Florence, t'arrives à la suite après, Florence Edon. Je t'oublie pas, t'inquiète. Donc, Florence Collin, donc tu as été enseignante pendant 26 ans, tu es psychopédagogue aussi. Nous, on s'est connues Absolument. toutes les deux parce que je t'ai formée à la psychopédagogie tu m'as dit la dernière fois, c'était quoi? 2018, 2018? certification juin 2018, Audrey. En 2018, parce que déjà, en tant qu'enseignante, tu avais cette appétence-là et cette envie de faire bouger les choses euh, au Absolument. sein, au sein de l'éducation nationale et aussi en dehors, du coup, puisque J'ai monté parfois, mon cabinet très et tu as rapidement, monté en ton cabinet. septembre en 2018 en psychopédagogie. Et puis, j'ai décidé de me former à d'autres outils pour compléter la formation. Donc, comme Bérangère, que j'ai connue d'ailleurs en C'est réflexe vrai. archaïque. Nous sommes consultantes toutes les deux. On s'est formées en même temps. Et je me suis formée aussi ensuite en brain gym. Et puis, j'ai fait d'autres formations et deux avec toi. Le coaching Ikigai. Voilà, C'est dans vrai. les premières promos, ça devait être en 2020, je crois, de mémoire. C'était les promos Covid. C'était pendant le Covid C'était après, non, c'était après, ou c'était juste celle après. d'octobre, voilà, l'intensive. Et puis ensuite, je me suis formée avec toi il y a maintenant 2 ans, hein, le temps passe vite, je crois, sur la promo de 2022 et sur l'accompagnement des hypersensibles et atypiques. Pour la simple et bonne raison que j'ai découvert que je l'étais au moment de la formation en psychopédagogie. D'ailleurs, c'est ce que je t'avais dit le jour de la certification, donc ça m'avait permis aussi de Remember. m'exprimer dessus. Et puis ensuite, parce que dans mon cabinet, j'attirais beaucoup de personnes qui avaient des problématiques d'hypersensibilité, de haut potentiel, et, euh, et que je sentais qu'il y avait besoin d'outils plus spécifiques. Voilà, que ta formation permettait et permet, hein, puisque ça c'est le cas, permettait d'avoir vraiment du pratico-pratique, ce que j'avais déjà apprécié pour la psychopédagogie et le coaching Ikigai, donc pas simplement que de la théorie, mais beaucoup de pratique aussi, puisqu'on a commencé à le faire dès le début de la formation, comme tu l'expliquais d'ailleurs hier. Et ça m'a permis tout de suite de tester les outils, en fait. Donc, j'ai pas eu besoin d'attendre les 6 mois de fin de formation pour pouvoir les mettre en pratique dans mon cabinet. Donc ça, Et c'était chouette. donc, je te coupe aujourd'hui, dans ta réalité professionnelle, qu'est-ce que c'est pour toi, tu vois, d'être spécialisée dans les neuroatypies? Qu'est-ce que ça a apporté, voilà, dans tes prises en charge? Qu'est-ce que tu as changé dans tes prises en charge aussi, dans Alors, j'ai tes déjà accompagnements? commencé à peut-être attirer encore davantage dans mon activité de personnes avec ces problématiques-là. C'est-à-dire que mon site internet, mon référencement est beaucoup plus axé là-dessus. Donc, je suis beaucoup plus alignée aussi avec le type de clients que je reçois. Et ensuite, ça m'a permis d'avoir un large panel
d'outils différents à utiliser, je dirais à dégainer comme ça, en fonction de la problématique que les gens m'amènent. J'apprécie particulièrement tout ce qui est l'hypnose. Alors, les réflexes archaïques, je les connaissais aussi. Je me suis formée Toi, aussi. Oui, vas-y, pardon, Audrey. tu utilises vraiment beaucoup l'hypnose avec tes patients? Ouais, j'utilise beaucoup l'hypnose avec mes patients. C'est quelque chose que j'aime bien. Euh, et puis, il y a plusieurs autres techniques corporelles. Et je pense qu'après, ben, d'avoir aussi des données, comme tu nous les transmets sur l'hypersensibilité, on est quand même beaucoup plus outillé aussi pour en parler. Et quand on est confronté à des clients HPI, on sait qu'ils aiment bien ils sont très pointilleux, ils aiment comprendre, ils sont très dans la tête, très dans le cognitif, et que parfois il est bon aussi de les ramener dans le corps avec les mouvements, par exemple, que propose Bérangère. Je suis aussi formée au coaching de tarot avec Ludivine, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser aussi en séance. Florence, formation, serial élève de formation. C'est ça, et je te retrouve en janvier d'ailleurs pour la suite. Voilà. Donc, ça veut dire Ça, que c'est- je suis satisfaite de tes formations, Madame Audrey, puisque je re-signe régulièrement avec toi. Donc, voilà. Et ce que j'apprécie aussi particulièrement, c'est la supervision. Et ça, c'est quand même très, très important de le dire, hein. J'ai dû le mettre dans un des commentaires sur les vidéos précédentes, les lives précédents. C'est que tu nous permets déjà, des actualisations de nos connaissances. Et je trouve que ça, c'est quand même rare dans les formations d'avoir ce genre de choses. Et qu'on a des supervisions mensuelles, même quand on a terminé la formation, qui nous permet de débriefer sur parfois des problématiques de clients que l'on a et d'être vraiment dans une posture d'accompagnement solide. Voilà. Et Et, vraiment, merci de dire ça parce que pour le coup, tu vois, vraiment, pour celles qui feront pas la formation professionnelle, on ne peut que rappeler, et vraiment, je vous l'ai dit hier, enfin, je crois que je l'ai dit tous les soirs, l'importance vraiment de la supervision et de pouvoir aller dire comment ça nous travaille, et d'aller faire ce travail, en fait, ce travail émotionnel aussi pour soi. Euh, c'est pour ça que j'ouvre ces espaces-là et que c'est compris dans quelles que soient mes formations, il y a cet espace de supervision parce que je trouve que c'est même limite pas responsable, en fait, d'être thérapeute, d'être accompagnant et de ne pas continuer à être supervisé, de ne pas être supervisé. Parce que c'est même pas qu'une question euh, de gagner en compétences ou de choses comme ça. Non, non, c'est vraiment aussi au niveau posture, au niveau émotionnel, de pouvoir aller regarder ces angles morts, de voir comment ça vient nous perturber parfois, parce que ça vient perturber aussi, surtout quand soi-même on est déjà neuroatypique. Et, euh, et on et se c'est ça sent que... soutenu aussi. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on ne se sent pas lâché dans la nature comme ça avec la formation. C'est-à-dire qu'on est vraiment épaulé. Moi, je vois vraiment ça comme une façon d'être épaulé dans sa pratique. En plus, on est nombreux quand même hein, sur les supervisions. Donc, ça veut dire que les gens aussi utilisent la formation, la mettent en pratique et s'enrichissent. On s'enrichit en fait à la fois les uns des autres des partages. Euh, je trouve que c'est rassurant aussi. Alors peut-être encore plus pour les gens qui débutent dans l'accompagnement ou qui ont peu d'outils à leur disposition, mais d'avoir une formation comme ça où on sait que derrière, au-delà de la formation, on va être accompagné régulièrement, ben, je crois que c'est un des meilleurs moyens de se lancer dans les métiers de la thérapie, de l'accompagnement, quoi. Surtout des hypersensibles et des Ah HPI. ouais, ouais. Et vraiment, merci de le dire. Vraiment, enfin, voilà, indépendant, enfin, si vous devez retenir quelque chose, c'est indépendamment de si vous faites la formation pro ou pas, c'est si vous n'êtes pas en supervision, si vous n'avez pas un groupe de pairs, trouvez-vous une supervision ou un groupe de pairs pour continuer à avancer. Et Voilà. puis, j'ai vu une dame aussi qui avait dit hier, hein, est-ce qu'on a besoin Ouais. d'être neuro-atypique pour accompagner? Oui, j'avais vu Ouais, cette et tu as question-là. répondu, et bien, je pense que c'est quand même chouette hein, d'avoir des gens aussi qui le sont pas,
En même temps, s'ils s'interrogent là-dessus et qu'ils accompagnent, ça veut dire que quand même, C'est qu'il y a un petit peu quand même, ils sont voilà. assez touchés par la problématique et d'ouvrir un peu le champ des possibles de l'accompagnement à des personnes qui ne sont pas HPI alors qu'il y a des demandes aussi d'accompagnement des hypersensibles. C'est très très chouette aussi. Ça montre que il n'y a pas de frontières, de séparation et qu'on peut vivre tous ensemble et s'apporter aussi les uns les autres. Ça serait bien ça, vivre C'est tous beau, hein. ensemble. Ouais, c'est un beau projet, c'est un beau projet. Florence, tu es dans la région de La Rochelle. Donc, parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de demandes en fait dans le groupe Facebook, des messages qui m'ont été envoyés pour Ok. des gens, non mais en fait des gens qui veulent pas forcément faire la formation, mais qui cherchent des professionnels dans les différentes régions. Donc, par exemple, Florence, elle est à La Rochelle. Alors, je suis pas très loin de La Donc, Rochelle, je suis dans les Deux-Sèvres, enfin, en dans la région, Côte-Charente, quoi. mais voilà, oui, je suis pas très. Et puis elle est aussi en visio parce que maintenant on n'a plus besoin d'être géolocalisé. Non mais blague à part pour tous ceux qui m'ont posé, toutes celles et ceux là qui m'ont posé la question de quoi, un professionnel, un thérapeute et tout ça, sur mon site internet, il y a l'annuaire des personnes qui ont été formées et dont je réponds vraiment. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans cet annuaire, je réponds de leurs compétences, de leur posture, de leur intégrité et de leur efficacité. Voilà. Donc, merci. Merci Audrey. Merci Florence pour ton partage. Juste, peut-être pour celles qui sont enseignantes, tu regrettes pas Ah non, 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 d'avoir non. fait la reconversion. Non, non, je suis Voilà. bien place, je suis bien. Merci beaucoup, Florence. Non, mais je pense que c'est important de le dire. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir des témoignages de personnes qui faisaient d'autres métiers, qui ont fait des reconversions, et d'avoir des témoignages d'enseignants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais d'enseignants j'ai vu dans les commentaires que vous mettiez dans les premiers lives, il y en a qui sont AVS, AESH, qui travaillent dans des institutions et des institutions qui sont parfois un peu débrailleuses, on peut le dire, et qui ont un grand cœur et qui ont envie d'aider et qui ont envie de faire changer les choses et de faire bouger le système et qui se confrontent à la rigidité du Merci parfois. système ouais, voilà. Et je trouve que c'est chouette, tu vois, de pouvoir aussi donner des exemples comme le tien, Florence, que on peut aussi prendre la tangente, ça se prépare, ça se mature, mais que on peut aussi choisir, et ça revient sur ce que Estelle disait au tout début, c'est aussi une responsabilité, une décision, un choix de dire, OK, quelle histoire j'ai envie de me raconter et vers quoi je vais qui est mieux pour moi, qui est D'être meilleur, aligné à quoi. ses valeurs. Donc, ouais, donc merci de montrer aussi que c'est possible. Tu vois, je sais que quand on est fonctionnaire et quand on est dans des institutions, parfois on peut se sentir très enfermé et se dire qu'il n'y a pas trop d'autres possibilités. Et si, Ah si, c'est possible. Merci merci beaucoup, Audrey. beaucoup, Florence, pour ton intervention. Avec plaisir. Qui est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai Audrey Magnette. J'appelle Audrey Magnette de Strasbourg. Non, c'est pas du tout l'accent strasbourgeois, mais en même temps, je sais faire que l'accent du Sud. Alors, c'est pas ou l'accent marocain, Non, mais on va au choix. éviter l'accent strasbourgeois, quoi. Je sais pas le faire. Je sais pas. Audrey, reconversion professionnelle, Audrey, donc aussi très bel exemple. Enfin, c'est toi qui vas dire ton parcours. Et donc aujourd'hui, psychopraticienne et coach spécialisée en neuroatypie. Et C'est ça. viens nous raconter ce que ça change dans ta vie de t'occuper des neuroatypiques et d'avoir fait une reconversion professionnelle. Tu vois, c'est pas tant la formation, c'est vraiment toi, ton parcours. Je trouve que un beau parcours de neuroatypique, bien résiliente. Bien résilient, ouais. Ouais. Ouais, 20 ans d'industrie avec des postes à responsabilité, tout ça. Puis au bout, un petit burn-out qui va bien. Et ouais, burn-out, en fait, qui a vraiment fait ressortir tout ce décalage, tout ce qui n'allait pas, en fait. Donc, je me suis pris pas mal, enfin, ça a été compliqué. Et bon, j'étais déjà pas mal engagée
dans tout ce qui était coaching et tout ça parce que j'avais senti qu'il y avait un besoin. Donc voilà. Et puis j'ai très vite, quand tu as commencé à parler de cette formation, moi je me suis dit qu'un jour je la ferais, mais il fallait d'abord que je me reconstruise puisque mon burn-out il date d'il y a 2 ans. Et il était important pour moi d'avancer sur mon chemin avant de me lancer là-dedans. Et j'ai fait la formation, bah, je suis de la promo de janvier de cette année. Et en fait, ça m'a apporté énormément puisque moi, j'avais décidé, suite à ça, de quitter le salariat, effectivement, de me lancer dans l'accompagnement. D'ailleurs, de personnes qui sont à la limite du burn-out. Et si je peux leur éviter de tomber là-dedans, ça serait quand même l'idéal qu'ils comprennent certaines choses sur leur fonctionnement et qu'on puisse leur éviter tout ça, hein. Sachant que chez les neuroatypiques, on retrouve quand même une bonne concentration de burn-out pour les raisons qu'on a évoquées dans les 3 lives précédents, Voilà. liées à toutes sortes de syndromes et aussi à ce besoin de validation extérieure qui fait qu'on se pousse au-delà de ses limites. Ah ouais, largement, oui, 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 parce qu'on est sûr que si on fait tout bien, ben on sera aimé, quoi, et on peut pas passer à côté de nous, il faut vraiment être parfait. C'est l'idéal. Et donc, du coup, moi, cette formation, effectivement, elle m'a apporté déjà une boîte à outils pour mes accompagnements, mais aussi à continuer à travailler effectivement sur moi et me dire que tous les outils que moi, je vais proposer à mes clients, eh ben, je les aurais testés. Donc, je sais ce que ça donne, je sais ce que ça m'apporte. Je... Après, chaque personne est différente. Il y a des choses qu'on intègre plus facilement, qu'on accepte plus facilement. Mais l'essentiel, c'est même des choses qui, pour moi, n'ont pas forcément fonctionné, je vais quand même les proposer parce que chacun est différent et chacun a sa sensibilité. Et donc, cette boîte à outils, elle est en or. Enfin, de toute manière, toutes les intervenantes qu'on a vues, là, vous en avez vu quelques-unes pendant ce live, on a quand même je dirais des pointures, quoi. Puis c'est intéressant, il y a vraiment un échange et quand on a des questions, les personnes sont vraiment là. Donc on est entouré et je rejoins effectivement Florence, où derrière il y a cette supervision. On n'est pas, une fois que c'est fini la formation, allez, au revoir, c'est bon, t'es lâché dans la nature et tu te débrouilles, quoi. Donc voilà, moi je suis super contente d'être passée par cette formation. Et puis, bah, bon, moi, Audrey, ça fait maintenant 3 ans qu'on bosse ensemble, enfin, que je bosse avec toi. Non, qu'on bosse ensemble. Tu m'as beaucoup apporté et c'est vrai que cette formation, ça faisait un bout de temps que je la lorgnais et voilà, j'ai jeté le sac par-dessus le mur pour janvier 2024 et je regrette à aucun moment. Et je suis fière maintenant de dire que je suis spécialisée en hypersensibilité et en HPI, quoi. Voilà. Eh ben, les gens ont bien de la chance de t'avoir. Tu fais des ateliers Ouais, aussi. Tu t'es lancé dans les ateliers. Non, mais parce que ouais, c'est ça que je trouve ouais. absolument génial, c'est aussi il y a un moment donné, d'aller proposer des choses et d'aller. Pour moi, c'est ça la contribution aussi. Quand changer le monde d'un humain après l'autre, c'est vraiment ça. C'est de se dire que on a plein de modes d'intervention possibles et qu'on peut aller Oui, contribuer. c'est vrai que Donc moi, là, c'est quoi j'étais ton prochain partie. atelier? Alors, mon atelier, c'est prendre du temps pour soi sans culpabiliser. Parce qu'on a quand même beaucoup Et de. alors, est-ce que tu peux... Oui, non, moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que... prendre du temps pour soi sans culpabiliser, ce qui est quand même vraiment une des problématiques de beaucoup de neuroatypiques, cette foutue culpabilité de prendre du temps pour soi. Voilà. Je racontais tout à l'heure, j'étais en formation d'Ikigai et je racontais que j'avais été cette maman, mais ça va avec ce truc de prendre du temps pour soi, et de la culpabilité. J'avais été cette maman qui, quand mes enfants étaient petits, je partais faire les magasins pour m'acheter des fringues et je revenais sans m'être acheté de fringues et j'avais acheté des fringues pour mes enfants et mon mari.
À cause de cette foutue culpabilité, genre, il faudrait pas en plus que je me fasse du bien quand même. Bah Voilà. non, Donc, non, non. Puis et se donc ça, poser. c'est ça que tu retrouves beaucoup. Enfin, parce que si tu as choisi ce thème d'atelier, c'est parce que c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup chez les neuroatypiques. Bah, oui, 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 c'est quand même la base. Si, moi, une des premières choses que je demande à mes clientes, c'est déjà de me faire un peu à l'état des lieux parce que les trois quarts du temps, elles sont crevées, elles s'en sortent pas, elles ont une to-do list de malades. Et donc, la première des choses que je leur demande, c'est de me faire un petit peu l'état des lieux d'une semaine de leur vie. Et la question, une fois qu'elles ont commencé un petit peu à se poser tous les trucs, la question qui vient derrière, c'est OK, concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Bah, en général, on va pas se mentir, hein, sur une semaine, il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour soi. Salut Bérangère. Merci Bérangère, bisous. Et donc, du coup, c'est vraiment cette prise de conscience que c'est pas parce qu'à un moment donné, on va dire, bah, maintenant, stop, je me prends 1 heure dans la journée où je vais faire quelque chose pour moi. Mais alors, faire quelque chose pour soi, c'est très, très vaste. Parce que ça peut aller aller se promener, lire, faire la cuisine, je sais pas si vous tricotez, dessiner, enfin voilà, ça reste vraiment dans toutes ces choses-là. Et mettre de côté le ménage, les courses, les devoirs des enfants, toutes ces choses-là où on se dit, si je m'arrête et que je le fais pas, ben, ça va tout changer. Non, non, ça va pas tout changer. Ça va juste faire qu'il y aura eu ce moment-là et puis on se sentira mieux si on culpabilise pas, parce que ça aussi, c'est tout, c'est tout l'enjeu. Mais c'est aussi un petit peu à apprendre à se dire, bah, je vais prendre ce moment pour moi, mais c'est pas de l'égoïsme. C'est juste que si moi, je vais pas bien, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Je vais m'énerver, au moindre truc, ça va partir dans tous les sens. Je vais être crevée, je vais pas être au top. Enfin voilà, donc les échanges seront pas avec les autres, avec les proches, ne seront pas au top, quoi. Donc c'est vraiment cette prise de conscience. Et moi, ça a été très très compliqué. C'était un chemin qui a été très très compliqué pour moi. Donc je me dis que l'ayant compris, je peux apporter beaucoup sur ce point-là, quoi. Et donc, Vraiment. mon atelier, effectivement, il est fin novembre, le 27, à Strasbourg. 27 novembre à À Strasbourg. Donc Strasbourg. c'est que pour les gens qui sont dans le coin de Strasbourg. Effectivement, l'atelier est en présentiel, mais après, moi, je travaille aussi en visio. Il n'y a pas de problème, hein, Voilà. Moi, je vous ai mis les noms, voilà, pour voilà. toutes celles qui ont demandé et qui et quoi et machin. Vous avez les noms. Merci beaucoup, beaucoup, Audrey. Merci. Gros bisous. Merci Merci. à toi. Bisous. Merci. Florence. Et donc, Florence. Attends, elle est où? Elle est là. Et Coucou bonjour. Florence. Et cette fois-ci, Florence. c'est moi alors. Et c'est toi cette fois-ci. Merci beaucoup d'être là. Donc toi, tu es coach, tu es thérapeute, tu es spécialisée en hypersensibilité, en HPI, en neuroatypique. Et moi, ce que j'aime, euh, déjà, c'est le nom de ton compte Instagram qui s'appelle Pépite Atypique. Et ça, je trouve ça très mignon comme j'adore. J'adore. Et toi, ton truc un peu à toi, c'est vraiment d'amener tes clientes. Alors, tu prends des hommes? Non, c'est principalement des femmes Oui, hein, quand même, où il y a non, des non, hommes. j'accepte Les les hommes hommes. aussi. Tu acceptes les hommes, c'est vraiment gentil pour eux. Où tu travailles sur l'audace avec les neuroatypiques, prendre sa place, sa légitimité Alors, et y aller, quoi. alors moi, L'audace de vivre. mon cheval de bataille, en fait, c'est vraiment ce qui me touche parce que c'est mon parcours, c'est trouver sa place. C'est trouver sa place. Et bah, d'ailleurs, moi aussi, hein, c'est une reconversion professionnelle. Hein, j'étais cadre dans la finance. Je me sentais pas du tout à ma place, mais de la même manière que je me sentais pas à ma place quand j'étais adolescente, je me sentais différente. Enfin, bon, voilà, c'était compliqué pour moi. Et quand je me suis reconvertie, je me suis formée en médiation animale et j'avais à cœur en fait d'accompagner les gens et notamment les enfants. Et je me suis interrogée sur finalement, j'accompagne les enfants, alors j'accompagne avec les animaux, parce que c'est la médiation animale. Et je me suis interrogée, qu'est-ce qui me touche en fait chez ces enfants? Et la plupart des enfants, en fait, c'était
des enfants qui avaient du mal à trouver leur place, justement, qui étaient différents, qui avaient du mal des fois à se concentrer, ou ça se passait pas bien à l'école parce qu'ils rentraient pas dans les cases. La sensibilité de ces enfants me touchait beaucoup et en fait, voilà, donc je sentais qu'il me manquait quelque chose pour accompagner en médiation animale et c'est là où je t'ai découvert avec ta formation donc, sur l'hypersensibilité, le haut potentiel, les neuroatypies. Et là, j'ai dit bingo, il faut que je fasse cette formation. Et ce que je peux dire, c'est qu'en fait, ça a été bien au-delà de ce que je pensais que ça allait m'apporter. C'est-à-dire que oui, ça m'a apporté d'un point de vue professionnel pour la pratique, pour cadrer les choses. Mais avant tout, ça m'a apporté énormément sur le plan personnel. Le plan personnel, prise de conscience d'énormément de choses, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup d'apports explicatifs, théoriques. Il y a beaucoup de réflexions que tu nous amènes pour pouvoir amener à nos clients, mais du coup, qui agissent énormément, je trouve, sur nous et qui aident à une meilleure, déjà, pour pouvoir accompagner bien les gens, il faut déjà mieux s'accepter soi-même. Et ça, je trouve ça extraordinaire que tu puisses nous... Merci. Vas-y, tu veux dire quelque chose? Moi, ce qui m'intéresse vraiment que tu partages avec nous, c'est comment toi, tu vois, comment tu aides les gens justement avec les neuroatypiques, comment tu les aides à trouver leur place. Parce que je trouve ça fantastique. Vraiment, enfin, moi, en plus, tu sais à quel point ça me touche aussi cette histoire de place. Et je trouve ça fantastique que tu définisses ton action et ta mission sur aider les gens à trouver leur place et aider les neuroatypiques à trouver leur place. Est-ce que tu veux Ben, bien nous parler de je ça? les aide grâce au fait que tu m'as aidé à trouver la mienne, en fait. Tu vois, Oui, mais au pour ceux qui travers vont de... pas faire la formation, moi, je veux qu'ils repartent avec des billes Alors, voilà, je de les rencontrer aide des déjà. thérapeutes qui s'occupent de neuroatypiques. Je Comment ils les font? aide déjà soit en faisant un bilan de douance, soit en échangeant donc, sur leurs problématiques et en leur faisant prendre conscience en fait de leur fonctionnement, de leur propre fonctionnement, que ce soit au niveau sensitif, au niveau cérébral, au niveau émotionnel, leur faire prendre conscience en fait de choses qu'ils ressentent en eux, qu'ils peuvent décrire mais qu'ils ne sont pas capables finalement d'expliquer derrière. Et le fait de pouvoir mettre des mots dessus, donner des explications à ces ressentis qu'ils peuvent avoir, des explications soit scientifiques, soit de partage de vécu qu'on retrouve chez beaucoup de neuroatypiques, le fait qu'ils se sentent reconnus finalement dans leur vécu. Ça, c'est déjà le premier effet chez les personnes que je rencontre, que Cool. j'accompagne, c'est vraiment de se reconnaître et de se sentir reconnu et compris finalement dans ce qu'ils vivent. Ça, c'est vraiment la première des choses. Et à partir de là, où vraiment c'est le premier effet, waouh, ça y est, je comprends ce qui se passe chez moi, je suis pas fou, il y a vraiment des choses et je peux apprendre à les apprivoiser et je peux apprendre même à les transformer en force. À partir de là, c'est là où on commence à utiliser, grâce au protocole que tu nous as fourni, qui aiguille vraiment sur les différents axes pour apprendre à apprivoiser sa sensibilité, son émotion, son cerveau, mais aussi à aller réfléchir au fond de soi pour aller mettre du sens un petit peu, mettre du sens dans sa vie, voir les choses importantes pour nous et travailler également sur les blessures, ce que j'ai beaucoup aimé dans la formation que j'apporte moi à mes clients, c'est qu'il y a un côté coaching et il y a un côté thérapeutique. Le côté coaching pour aller de l'avant, pour travailler sur le mindset, pour voir les choses du bon côté, la gratitude, tous ces outils qui sont très puissants, mais également vraiment un levier thérapeutique important avec tous ces hypnoses symboliques qui vont chercher loin dans l'enfant intérieur, qui vont chercher vraiment au fond des personnes ce qu'elles ont. Et ça travaille en profondeur et ça permet vraiment euh, de réaxer les personnes sur ce qu'elles sont profondément. Et tu couples avec la médiation animale? Alors, j'essaye de le couper avec la médiation Tu animale. as fait un Pour mix parce que l'instant, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir comment on peut intégrer sa propre pratique déjà alors, existante avec. au niveau des adultes, non, parce que pour l'instant, je fais les accompagnants donc sans la médiation animale, je ne vois pas bien comment l'intégrer.
Au niveau des enfants, oui, je suis en train du coup de coupler le protocole que nous avons appris dans ta formation, de l'adapter aux enfants et de l'adapter avec des actions en utilisant l'animal comme médiateur. De la même manière que Joanne, dans ta formation, nous a couplé l'art, le dessin, voilà, L'art-thérapie. avec la méthode Bitos et avec l'accompagnement. Moi, j'ai à cœur d'intégrer justement ce que j'amène avec les animaux en termes d'activité, de confiance en soi, de le coupler à ce protocole-là pour vraiment faire un accompagnement unique en termes Canon. de confiance en soi et de neuroatypie. Trop Voilà, bien. je te remercie vraiment Et merci beaucoup. pour Merci. ton côté pétillant et toute la niaque que tu nous donnes, en tout cas, pour accompagner ces personnes. C'est la passion. Merci beaucoup, Florence. Merci. Et on te retrouve, tu es à Montpellier, toi. Je suis à Montpellier. Région de Montpellier. Très bien. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que Marion est là, Quesada? Elle est là, Oui, Marion. je suis là. Bonsoir Coucou, tout le monde. Marion. Bonsoir Salut. Audrey. Bon, Salut, merci. salut. Merci à toi d'être là. Marion, en fait, moi, je ne sais même plus comment te présenter tellement que tu as de cordes à ton arc. Donc, non, mais c'est vrai. Moi, ce qui se dégage de toi, c'est quand même, et voilà, c'est le rapport au trauma. Toi, tu travailles sur les traumas à la base, quand même. Donc, Ouais, tu ouais. vas te présenter et vraiment, au-delà de vraiment la formation qui est super, qui est géniale, vraiment, je voudrais que tu partages avec nous euh, comment comment tu travailles sur les traumas et notamment avec les neuroatypiques et voilà, et qu'est-ce que ça change en fait de travailler des traumas avec des neuroatypiques, si tu veux bien. Ok, Et ok, présente-toi, voilà. ok. Ouais, alors donc moi je suis à la base coach de situation professionnelle et personnelle et thérapeute spécialisée sur les traumas. Alors le modèle c'est l'intelligence relationnelle. C'est branché sur le système nerveux, sa connaissance, la connaissance des états, sa régulation, et comment on travaille le trauma avec le système nerveux. Et donc, dans mes casquettes, je suis aussi coach Ikigai parce que j'ai fait partie de la deuxième promo Covid Ikigai. Donc ça, c'était la rencontre avec toi, la rencontre merveilleuse, hein, parce qu'après, du coup, il y a eu la formation HSP comme coach et thérapeute HSP. Et effectivement, aujourd'hui, le vrai bonheur, c'est de pouvoir travailler avec les atypiques et leurs traumas. Moi, je ne sais pas si tu vas valider, mais pour moi, dans les clients que je reçois, il y a des personnes hypersensibles et ou au potentiel qui ont vécu des traumas et donc on a une exacerbation, je sais pas si ça se dit, des manifestations en fait, et parfois inversement des traumatismes où il y avait un fond d'hypersensibilité et en fait il y a quelque chose qui est décuplé. Et dans les deux sens, ça se voit. Et pour moi, c'est fondamental de pouvoir venir illustrer quand j'accompagne quelqu'un sur un trauma qui présente ses atypies par des éclairages que toi tu nous as donnés, par des outils complémentaires à ceux que j'ai moi dans mon modèle de psychothérapie. Et en fait, ce qui est génial, c'est que du coup, c'est des gens qui tiltent tout de suite, qui se sentent compris, qui se sentent reconnus et dans le travail de création de l'alliance thérapeutique. Et ensuite, dans l'efficacité, ça a beaucoup de poids en fait. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment, il y a une grande complémentarité. Et puis en plus, dans ma pratique, plus ça va, plus je vois l'hypnose symbolique qui se complète aussi avec l'approche que nous on a de travail des parts intérieures en internal family En system. dialogue interne. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment c'est hyper précieux. Et je me rends compte que maintenant, les deux schémas, il y a des clients pour qui j'utilise les deux schémas. Et pour moi aussi, c'est chouette parce que du coup, ça amène de la richesse. Ça amène une non... ouais, il y a moins de monotonie aussi parfois. Et pour les clients, ça fonctionne aussi parce qu'eux-mêmes aiment bien ne pas être toujours dans les mêmes protocoles et découvrir de nouvelles choses. Et est-ce que tu prends des précautions particulières quand tu travailles avec des neuroatypiques versus tes patients qui sont pas forcément neuroatypiques, même si j'imagine que tu dois attirer beaucoup de neuroatypiques, mais Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si j'avais pas de neuroatypie dans ma clientèle. Et c'est pour ça que j'ai fait ta formation, parce que j'en avais qui arrivaient et qu'en fait, il y a eu un moment, j'ai vraiment eu besoin de cette légitimisation aussi,
pour dire, mais en fait, ok, là, j'ai besoin d'avoir des clés, d'avoir. Et donc, c'est chez toi que je l'ai trouvé vraiment complètement. Et pour le coup, bah, finalement, c'est pour la plupart de mes clients, mais cette précaution, c'est finalement, bah, c'est aussi une grande attention qui est portée parce que c'est des gens qui vont tout de suite capter, qui vont avoir des résistances aussi des fois différentes. Et ça, tu nous as aussi donné des clés bah, par rapport, je sais pas, la suradaptation, le perfectionnisme, des fois des clients qui vont vouloir nous faire plaisir encore plus, qui vont ressentir avec empathie, enfin, qui vont s'occuper de nous. Et du coup, d'avoir ces clés aussi, bah oui, mais, vous avez été habitué avec la haute sensibilité à être très empathique, à vous occuper de tout le monde. En fait, ici, c'est pas la peine. Enfin, il y a plein de petites choses où effectivement on peut, on va, enfin même être plus spécifique dans l'approche grâce à ça. Trop chouette. J'adore. Ouais. Il y a Louise qui dit, ah, une Nantaise, t'es à Nantes? Je suis à Nantes et Mais Sud-Morbihan. parce que je te voyais en Bretagne, moi, je croyais que Je t'étais suis- dans ma belle famille là-bas, dans le Morbihan. Mais oui, je suis les deux en fait. J'ai un cabinet à La Roche-Bernard et un cabinet à Nantes. Donc, en fait, Ah bah canon. Bah tu vois, il y a quelqu'un qui cherchait à Nantes. Et bah voilà. Bah vous avez Marion à Nantes. Voilà. et Mais moi aussi, ce que ça m'a vraiment apporté, enfin, mon rêve, c'était de faire du collectif. Et pour le coup, j'ai mis en place avec mon ami et consoeur les cercles de femmes hypersensibles. Et là, ça, on c'est en a. extraordinaire ce que vous avez mis en place. J'adore. Bah, Ces cercles ouais. de femmes hypersensibles, c'est trop chouette. Et vous êtes contente, c'est les mêmes. Vous les suivez pendant combien de temps? Donc, on a fait un premier cycle de 9 mois avec le Ah premier ouais. groupe l'an dernier, qui s'est terminé fin juillet. Donc, c'était extraordinaire. Et là, on en lance un nouveau bah, la semaine prochaine, parce qu'on a eu un petit décalage avec un déménagement, mais du coup, on en a un nouveau qui se lance. Et c'est extraordinaire parce que de vivre ça en collectif, avec la reliance, entre toutes les femmes qui se sentent ensemble sur ce chemin, qui peuvent se rejoindre et partager ça dans des espaces sécurisés, et plus se sentir en décalage et se porter ensemble en fait dans les traversées, dans les exercices. Bah là, c'est le kiff absolu quoi. Enfin, moi, je... Et donc, c'est grâce à toi parce que tu nous as autorisé aussi à mettre en place ça dans le collectif. Tu nous as donné des tips. Et ça, moi, ça m'a énormément sécurisé en fait. Et Amélie, pareil. Et du coup, enfin, on s'éclate vraiment là-dedans. Et là, on l'a fait en présentiel et là, on le lance en vidéo parce qu'on avait des demandes ailleurs Ah, que. c'est Ouais. canon. Ah non, mais c'est trop bien. Et je trouve que de le faire sur 9 mois, et donc c'est une fois par mois, Ouais, ouais, c'est ça. je trouve ça génial. Ouais, Fantastique. ouais, ouais. Bravo. Bravo Bah, d'avoir mis merci. ça en place. Bah Mm. non, mais Bah, merci à toi. merci, merci d'œuvrer et de montrer aussi Mm. d'autres modèles. Enfin, c'est ça que je trouve intéressant, c'est aussi de voir que voilà, il y a plein de manières, il y a plein de variantes, il y a plein de manières de faire à sa manière et des modèles différents et des formats différents. Et le principal, c'est d'œuvrer. Ouais, ouais, ouais. C'est Bah, ça, en merci en fait. tout cas. Ouais, Merci vraiment merci. beaucoup, beaucoup. Merci, merci, Marion. Qui reste qui voulait parler? Mais on a Perrine. Bonjour, Perrine. Bonsoir à toutes. Coucou, Perrine. Perrine Moreau, ici présente. Yes. Voilà. Perrine, t'es dans quel coin, toi? En Alsace aussi, comme Audrey, tu vois, Ah, t'es en à Alsace, Mulhouse. c'est comme Audrey, à côté, Mulhouse. Ok, donc Perrine, reconversion professionnelle Ouais, aussi, ouais. J'ai, psychopraticienne, coach spécialisée aussi. voilà. J'ai travaillé en fait pendant 15 ans en tant que cadre dans un grand groupe automobile. J'avais des missions extrêmement riches, mais en fait qui n'avaient plus sens du tout pour moi. Donc il y a un an, je me suis lâchée, lancée, et donc je me suis reconvertie pour être sophrologue et C'est avec plusieurs satisfaisant. casquettes. Donc également donc coach Ikigai et puis coach donc avec Audrey en hypersensibilité. Je suis toujours en formation. Là, je termine la semaine prochaine et je vais créer ma micro-entreprise en janvier. Ce qui m'a beaucoup marqué avec toi, Audrey, déjà tes séances étaient très très pro. Il y avait toujours un ton très doux, bienveillant, avec aussi quand même pas mal d'humour. Et ce qui était assez marquant, c'est qu'en fait, tu transmettais, enfin toi et tes équipes, des outils hyper concrets et surtout hyper puissants, avec un effet assez rapide. C'est ça qui m'a marqué. À chaque fois, en fait aussi, toi et puis ton équipe, vous illustrez
concrètement, en fait, des situations de vie. Euh, j'ai aussi beaucoup aimé, en fait, ces séances, que ce soit en groupe, comment dire, toutes les semaines, ou alors aussi en sous-groupe, en supervision, où là, en fait, bah, nos cœurs s'ouvraient, nos forces, nos faiblesses se dévoilaient. Il y a eu des pleurs, il y a eu des rires, il y a eu des partages, surtout de parcours de vie. Il y a eu C'est beaucoup de là que le travail se fait. Ouais, il y a eu beaucoup de prise de conscience et de transformation. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. Et ça m'a beaucoup apporté. Puis il se trouve en fait que pendant cette période de vie, bah, enfin, je t'ai déjà dit, mais ça a été 6 mois assez agités chez moi. Et en fait, j'ai vraiment vécu cette formation d'abord personnellement parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'hyper vrai et en fait, tout ce que je fais dans le cadre de ma reconversion, j'ai besoin d'y croire et donc pour y croire, je le vis. Et en fait, tout ce que j'ai appris grâce à toi et grâce à toi à la formation, ben, ça m'a permis, voilà, ben, du coup, de bien surfer sur cette vague assez agitée des 6 derniers mois. Et aujourd'hui, en fait, donc ça, c'était pour le côté perso. Et côté pro, en fait, donc là, je suis encore en train de créer mon entreprise en janvier, mais je pratique beaucoup auprès de volontaires. Et donc, ce que j'adore, c'est le travail avec la posture qu'on a appris avec toi. Tous les outils donc, dont je viens de parler, bah, j'aime les partager. Et surtout, en fait, j'ai un accompagnement donc, en hypersensibilité, où là, évidemment, je vois, bah, je suis ton protocole et je vois vraiment des bienfaits. Et ensuite, ce que j'adore, c'est que je nourris aussi mes accompagnements en sophrologie. Tu vois. Et ça, au départ, je pensais pas que ce soit... Voilà, enfin, j'avais pas pensé à ça. Et ça, je trouve ça très, très riche. Et ben Et pour tout dire, comment ça s'intègre dans la sophrologie? Parce que je sais qu'il y en a qui sont sophrologues parmi nous, là, ce soir. Comment tu intègres justement cette spécialité neuroatypique dans tes accompagnements de sophrologie ou dans tes séances de sophro? alors déjà, c'est un petit peu tout ce que d'autres personnes disaient, c'est que généralement on attire un peu ce que l'on est. Donc moi, j'ai plusieurs personnes hypersensibles, en fait toutes, qui sont venues vers moi. Et seulement une, en fait, avait été testée. Et en fait, en discutant avec elle, voilà, on a pu mettre des mots sur ce qu'elle ressentait comme des mots plutôt MAUX. Et donc, comment concrètement je les aide? En enrichissant la séance, en la personnalisant et en leur partageant des outils de régulation du système nerveux, de la cohérence cardiaque, euh, de la gratitude, du journaling, enfin tout ce qu'on a appris ensemble, en fait, j'enrichis mes séances comme ça, voilà, avec elle. Euh, et, euh, et en fait, ce qui en ressort, c'est surtout je sais pas si c'est un effet miroir ou quoi, mais en tout cas, elles sont contentes de se sentir compris. Voilà, c'est ça surtout. C'est une sorte de langage commun. Elles se sentent comprises et je fais de mon mieux, voilà, pour les accompagner. Magnifique, magnifique. Merci, merci beaucoup. Je pense que je l'ai dit pendant aussi les 3 lives, les, les, les neuroatypiques crèvent, mais vraiment, je pèse mes mots, de ne pas se sentir compris, de ne pas se sentir entendu, de ne pas se sentir reconnu. Et je pense que déjà, avant tous les outils, la plus grande chose qu'on puisse leur offrir dans l'accueil et dans cet espace thérapeutique ou d'accompagnement, c'est vraiment ça, quoi. C'est cette compréhension inconditionnelle et cette acceptation, en fait, l'acceptation inconditionnelle de qui la personne est, dans ce qu'elle est, dans son unicité, et même sans forcément mettre des étiquettes et raccrocher à des choses, mais vraiment de l'accueillir comme ça. Donc, merci de dire ça. Merci, merci Perrine. Euh, merci Mélisse. Oui, oui. On arrive à la dernière intervenante, qui est Cécile. Elle est où, Cécile? Elle Je est suis là, là, Audrey, Cécile. bonsoir. Et bonjour, Cécile. Cécile Lemercier, ici présente. Cécile, t'es thérapeute, t'es coach, Ikigai, t'es consultante Mm. aussi, si je ne Oui, me aussi. trompe. Oui, si je me trompe pas. T'es où? Je suis à Bayeux en Normandie. On a de la Normandie.
C'est bien, on fait un mapping de, on fait un mapping. Et donc, toi aussi, tu as choisi à un moment donné de ton parcours, tu vas nous raconter ton parcours, parce que je trouve que c'est toujours intéressant, ces parcours-là, et de comment, quand soi-même on est neuroatypique, finalement, comment on finit par arriver à se spécialiser et à vouloir accompagner des neuroatypiques. On t'écoute. Ok, volontiers. Donc en fait, bon, comme plusieurs d'entre nous, j'ai travaillé pendant 20 ans dans un grand groupe, et voilà, sur des postes de manager, responsable, etc. Et puis, une année en 2018, un épuisement professionnel est passé par là, voilà. Après, j'ai rencontré la philosophie Ikigai, etc. Et puis, du coup, j'ai créé mon entreprise. Je me suis formée d'abord plutôt sur le coaching. Donc, en effet, je suis coach professionnel certifié depuis début 2020. Et justement, pendant cette formation de coach, j'avais quand même mis un petit peu le doigt sur le fait que j'étais peut-être une atypique, enfin surtout sur l'hypersensibilité en fait. Donc j'avais commencé à avoir cette approche-là. Et puis voilà, de fil en aiguille, quand même, j'ai commencé à m'intéresser à la neuroatypie, à l'hypersensibilité, etc. Et puis en fait, je crois que depuis 2020, en fait, je suis Audrey sur plein de choses, la formation Ikigai, etc. Et puis début 2024, en fait, j'ai cliqué sur le bouton sur la formation voilà, de coach maintenant que tu as requalifié psychopraticien auprès des neuroatypiques, parce que en fait, le gros truc, c'est que j'en suis une. On est 4 dans la famille, on est tous des neuroatypiques et tous une hypersensibilité. Que 90% de mes clients que j'accompagne en coaching individuel ou en bilan de compétences, etc., sont des neuroatypiques. Et donc, à un moment donné, comprendre déjà, c'était bien pour moi, pour accompagner mes clients, mais surtout, c'est qu'à un moment donné, j'avais quand même envie d'avoir des outils. Je sentais qu'il manquait vraiment quelque chose, malgré ma formation de coach classique, quoi. Et c'est ça aujourd'hui, voilà, que je peux témoigner et que j'ai adoré, enfin, parmi plein d'autres choses sur la formation que tu nous as offert. C'est vraiment cette approche d'une boîte à outils, bon, déjà de compréhension pour soi, bien sûr, c'est un gros travail aussi qu'on a fait sur soi. Ça a pas mal chamboulé aussi, on est allé beaucoup plus en profondeur. Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'en effet, par rapport à ma formation de coach, eh bien, il y a tout un côté psycho que tu nous apportes qui est, voilà, et qui est hyper intéressant, et même pour notre introspection à nous-mêmes, etc., qui est hyper importante. Et puis surtout, tous ces fameux outils, parce que moi, je crois qu'aujourd'hui, quand on me demande ce que je fais, ben, moi, je dis tout simplement que ce qui me fait vibrer, c'est d'accompagner les hommes, les femmes et les organisations dans leur raison d'être, leur alignement. En fait. C'est ça, et c'est vraiment la congruence, en fait, tête, corps, cœur et esprit. Et en fait, bah voilà, les neuroatypiques sont toujours câblés beaucoup là-haut. Et donc, vraiment, ce que tu nous as apporté avec tous les intervenantes qu'on a vues ce soir, bah, c'est en effet de réussir à arriver à toucher le corps et le cœur aussi, et travailler sur les émotions et travailler sur le corps. Et voilà, donc, et ça, j'arrive à le... Et aujourd'hui, quel profil de personnes tu accompagnes et comment tu les accompagnes? Voilà, Alors, j'accompagne as quand même quel type beaucoup de de format? femmes. Ouais, pas beaucoup d'hommes encore, quoique de temps en temps, mais quand même beaucoup de femmes et beaucoup en accompagnement individuel. Donc plutôt, voilà, et qui viennent toujours pour la même chose. En fait, elles ne se sentent pas à leur place. Elles ont vraiment un sentiment qu'en fait, elles ne se connaissent pas. Que, en fait, répondre aux 3 questions, quoi. C'est qui je suis, qui je veux devenir, à quoi j'ai envie de contribuer et pourquoi je me sens pas à ma place et pourquoi je suis décalée. Bon, et en fait, on met le doigt dessus. Et même souvent aussi, elles viennent, enfin, j'en ai la moitié qui viennent sans savoir qu'elles ont cette neuroatypie, en fait. Donc, on la découvre ensemble. Et on y va tout doucement parce que ça peut être aussi... elles ont un doute, c'est un peu inconscient même souvent. Et puis voilà, dès qu'on fait le test de Douance ou qu'on fait le test d'Hélène Aron, etc. Voilà. Et après, surtout, je travaille beaucoup sur comment réguler ce système nerveux, voilà, qui part tout le temps un peu dans tous les sens, etc. Et comment apaiser ce hamster, voilà, qui parfois peut même nous donner des nuits un peu difficiles. Voilà. Et puis après, moi, j'aime beaucoup la marche, la randonnée, etc. Donc, je fais aussi beaucoup de coaching outdoor, voilà, pour repasser par le corps. Ah, ça j'aime. Raconte-nous ça. Moi, Ouais. j'adore ça. Bah, en fait, c'est vraiment des
des choses aussi pour lâcher le mental. C'est tout simplement par faire une séance pendant 1 heure et demie en marchant. Et puis, on fait aussi des petits exercices pour avoir des choses des métaphores. C'est à un moment donné, voilà, je vous dis, est-ce que tu as envie qu'on aille au bord de la mer avec le sac à dos et lâcher les cailloux? Et bah oui, on va aller lâcher les cailloux, on va aller les jeter. Et voilà. Et après, du coup, on est beaucoup plus légère, tu vois. Enfin, voilà, c'est le genre de choses que je peux faire. Ou aussi, tout d'un coup, on est sur un chemin et là, il y a un tronc. Et je dis, bah, est-ce que tu n'as pas envie de prendre de la hauteur et de monter dessus? Et comment Donc, tu te sens, quoi? tu fais de la symbolique, mais grandeur nature, en Oui, fait. En jeu de oui, rôle, voilà. grandeur nature. C'est du Ouais, GN, du grandeur nature. Non, mais c'est génial. ouais. Je trouve que c'est hyper intéressant, ce truc-là, de pouvoir dire la fille qui fait que des consultations depuis 4 ans derrière un écran, quand même, hein. Enfin, sauf quand je fais mes retraites en immersion, mais sinon, je suis derrière un écran. Mais je trouve ça fantastique de pouvoir s'autoriser à faire sortir les gens et prendre les gens avec nous en balade, en marche, dans la nature et d'utiliser ce qui se présente, en fait, pour mettre du signifiant, pour mettre de la symbolique et puis voilà, pour les faire cheminer au sens propre comme au sens figuré. Je trouve ça incroyable de pouvoir le faire. Bon, Mais peut-être merci plus aussi à facile toi parce quand. que c'est aussi ta formation qui m'a aidé à m'autoriser à ça, en fait, hein. Et de lâcher, en fait, justement, le côté scolaire. Et même si je ne suis pas mon protocole, je suis pas le protocole, mais Mais, j'ouvre un mais, espace. mais, mais bravo, 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 bravo. Ça, c'est un très bel exemple et vraiment, et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Je pense, mais sincèrement, que c'est ce qui fait la différence entre des bons accompagnants et des accompagnants excellents, c'est dès lors qu'on commence à sortir du scolaire. Et vraiment, pour le coup, c'est ce que j'invite tout le monde à faire. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut passer par le scolaire, les protocoles, les techniques, dans l'ordre, dans le truc, et pour pouvoir après vraiment s'en émanciper et s'en libérer et commencer aussi, surtout quand on est neuroatypique, on a cette force-là, à suivre son instinct et son intuition Bah oui. d'accompagnant, de thérapeute, de personnes et de dire, je pense que ça, voilà, ça peut aider. Voilà, ça sort des sentiers battus, mais c'est dans cette direction-là qu'on va aller, même si ça rentre pas dans les cases qui est un psy, un sophrologue, un coach et qu'on s'autorise à faire des choses. C'est pour ça, là, je vois art-thérapie, photothérapie. Je trouve qu'il y a vraiment des choses aussi à faire euh, au niveau, enfin, d'utiliser tout ce qu'on a à notre portée de médias, de choses comme ça. C'est quand même, merci beaucoup de nous partager aussi que ça, c'est possible, de s'autoriser à le faire. Merci beaucoup, 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 Cécile. Est-ce que Merci à toi. tu avais quelque chose à conclure? Non, 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 parce Ça qu'il y va. a plein de choses qui ont déjà été dites. Voilà, enfin, moi, ce que j'ai Voilà. adoré, c'est déjà qui est Audrey en elle-même, et puis aussi, voilà, tout le côté aussi supervision qui est absolument génial, et que surtout, Audrey est très généreuse, elle partage, elle donne énormément de choses, et que voilà, c'est. L'équipement de fabrique. Merci beaucoup, Cécile. Je vais prendre le temps juste de répondre à une question là que j'ai vue. Demain, il y a un question-réponse, hein, si vous voulez. Vraiment, ça sera l'occasion de venir poser toutes vos questions sur la technique, sur la pratique, sur le métier et aussi sur la formation si vous avez des questions. Mais Louise, tu nous dis grande question, naturopathe de formation, faut-il avoir intégré, réparé, travaillé tous ces aspects neuroatypiques pour devenir thérapeute? La réponse est non, parce qu'en fait, c'est impossible. Si tu attends d'avoir réparé et tout intégré et tout travaillé, bah, en fait, tu arrives et tu as 120 ans, et 120 ans, c'est l'âge où ça s'arrête. C'est l'âge maximum où ça s'arrête. Vous savez que ça a été calculé, pourquoi on dit jusqu'à 120 ans? Parce que ça a été calculé que normalement, quand même, en termes de biologie, l'être humain, il est programmé, l'obsolescence programmée, c'est 120 ans. Donc, si tu attends d'avoir tout travaillé et tout réglé et tout guéri comme blessure, ben, tu seras jamais thérapeute, en fait, hein. Donc, en fait, toute la beauté du métier, c'est justement d'être soi-même en chemin, mais d'être très, très en conscience, justement, de, d'être dans un travail actif, d'être en guérison continue de ses blessures, de lever les zones d'ombre, d'éclairer les zones d'ombre, d'avoir conscience, de faire le tri en permanence entre
toutes ces parts d'ombre qui sont à l'œuvre de manière sous-jacente et qui peuvent vraiment interférer dans la pratique et dans la relation thérapeutique. Et le fait de faire ce travail-là et de se mettre en conscience et de d'œuvrer pour intégrer, réparer, travailler, fait que tu vas être une très, très, très bonne thérapeute, justement, justement. Parce que aussi, en termes de posture, quand on est dans cette dynamique-là, eh bien, on fait beaucoup moins de bêtises, beaucoup moins de projections. Et donc, on bousille moins les gens quand on sait faire le tri et quand on sait rester sur son tapis de yoga, justement. Ce que beaucoup, malheureusement, et c'est ce que je vois, beaucoup de personnes qui, pour le coup, se mettent en plus sur le créneau des neuroatypies et qui elles-mêmes sont encore complètement submergées et pas conscientes de ce qui est à l'œuvre. Voilà, il suffit pas juste de vouloir aider les gens. En revanche, il n'y a pas besoin d'avoir tout guéri pour s'autoriser à être thérapeute. Et on est aussi thérapeute parce qu'on a encore des choses à guérir. Sinon, on ne serait pas thérapeute. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Louise. Euh, voilà, tac, tac. Comment sait-on que l'on est réellement neuroatypique? Est-ce que c'est un diagnostic? Alors, déjà, neuroatypique, c'est une grande catégorie, mais en fait, il y a différentes neuroatypies. Hypersensibilité, au potentiel intellectuel, TDAH, TSA, les 10, les différents 10. Euh, et donc, oui, pour le savoir, bah, pour certains, quand c'est des troubles, il y a ce qu'on appelle des diagnostics, puisque c'est considéré comme des troubles. Et pour le reste qui est du fonctionnement, il y a des bilans, des pré-diagnostics, des questionnaires de découvrants avec des questions à partir de questions qui font que on a une bonne idée de notre fonctionnement. Le principal, d'une manière générale, c'est pas tellement l'étiquette et c'est pas tellement de dire tu fais partie du club ou tu fais pas partie du club. C'est que quand on a un doute, quand on se pose la question, quand on se sent en décalage, quand on sent un mal-être et tout ça, de toute façon, on va essayer de comprendre pourquoi on est comme ça. Et une des manières de comprendre, bah, c'est quand même de faire une cartographie, de poser des mots sur notre fonctionnement. Après, est-ce que je suis au potentiel machin? Moi, ce que je sais, c'est que voilà, je réagis très très fort au bruit et que je suis misophone. Ça, je le sais. Je sais que mon extrême lucidité me joue des tours. Je sais, voilà. Et donc, en tant qu'accompagnant, c'est vrai que les pré-diagnostics, déjà, aident vachement à apporter des réponses, à mettre des mots, à faire de la psychoéducation, à faire de la pédagogie pour que la personne vraiment comprenne que bah, elle a un fonctionnement qui est spécifique, qui ne rentre pas forcément dans les cases et pas forcément dans la norme. Et après, si on veut aller plus loin, bah, par exemple, l'hypersensibilité, il n'y a pas besoin d'aller chez un médecin pour faire un diagnostic d'hypersensibilité. Le HPI, il y a déjà les tests de douance et tous les prédiagnostics avant même de passer le WISC et la VALS qui permettent déjà vraiment de connaître son fonctionnement et de reconnaître un haut potentiel et un très haut potentiel aussi. Le TDAH, il y a un prédiagnostic avant d'aller chez le médecin ou chez le psy qui permet quand même d'avoir une bonne indication et ensuite, en effet, si on veut mettre en place notamment un traitement médicamenteux, c'est ce que je disais la dernière fois, et bien là, on va aller chez un professionnel habilité pour faire passer ce test qui est réglementé. Et chez les TSA, bien évidemment, de toute façon, là, on va passer. Il y a des prédiagnostics qui permettent aussi, nous, en tant qu'accompagnants, de pouvoir aiguiller et de dire, là, quand même, voilà, vu les questions que je vous ai posées, vu ce que j'observe, vu ce que vous me racontez, donc c'est ça, hein, c'est de l'entretien clinique aussi, hein, c'est de poser des questions. Alors moi, c'est sûr que d'ailleurs, dans la formation, il y a tout un module là-dessus sur vraiment ces pré-diagnostics et maîtriser les pré-diagnostics pour pouvoir déjà, waouh, donner des réponses et aiguiller si besoin pour approfondir et pour avoir un diagnostic plus poussé. Il y a aussi tout l'aspect quand même qui est important, je pense,
qui est l'aspect de s'y connaître un peu. Donc, j'ai rajouté dans la formation, j'ai rajouté, parce que ça me paraît primordial, j'ai rajouté un module de psychopathologie officiel, vraiment poussé, parce que je pense que quand on accompagne des neuroatypiques, il faut vraiment être capable de faire la différence et le tri entre ce qui relève des neuroatypies, des différentes neuroatypies, et ce qui relève vraiment de pathologies psy. Dépression, anxiété, phobie, bipolarité, schizophrénie, parce que trouble borderline. Donc, de connaître ces choses-là, de connaître ce que c'est qu'un trouble de la personnalité, de connaître ce que c'est qu'un trouble bipolaire, pour pouvoir faire le tri, justement, et se dire, OK, dans les neuroatypies, il y a des caractéristiques communes, et c'est vrai, avec certaines psychopathologies, clairement. Franchement, quelqu'un qui est hypersensible, quand on voit des fluctuations dans la même journée, voire dans la même heure, les fluctuations de l'humeur qui peuvent être en up and down de manière très, très intense, on peut se poser la question de la bipolarité. Et d'ailleurs, c'est ce que les mauvais médecins font, c'est-à-dire que comme ils ne connaissent pas les neuroatypies, ils vont pas trop se poser de questions et ils vont dire, toi, t'es bipolaire et vas-y, je te rentre dans une cage, je te colle une étiquette et c'est pour toute la vie après. Parce que ça a des incidences d'avoir non seulement un diagnostic de bipolarité, mais aussi le traitement qui va avec. Qui serait pas le même que si on est juste TDAH. Vous voyez, c'est pas le même traitement en fait. Donc, je pense que c'est de notre responsabilité quand on veut accompagner et quand on reçoit des neuroatypiques, d'être aussi une sentinelle et d'avoir une vraie connaissance pour pouvoir faire ce tri entre les pathologies psychiatriques qui sont référencées dans le DSM, hein, ok, et ce qui relève des neuroatypies. Et de pouvoir dire, là, peut-être, suspicion, présomption, c'est peut-être bien d'aller chez le psychiatre, ne serait-ce que par rapport aux dépressions et de s'y connaître un peu quand même en dépression. Parce que est-ce qu'on est dans le cadre, et parce qu'on peut être neuroatypique et faire une dépression, et il y en a parmi vous qui en ont certainement déjà fait. Moi, j'ai fait burn-out et dépression, le burn-out n'est pas la même dépression qu'une dépression. D'ailleurs, il y a plein de formes différentes de dépression. C'est pas mal de le connaître un petit peu, ce truc-là. De faire la différence entre certaines obsessions, on va dire, qu'on retrouve dans les TSA, chez le TDAH, même chez les hypersensibles et chez les HPI, et ce qui relève du trouble obsessionnel compulsif. Sachant qu'on peut être neuroatypique et avoir un TOC aussi, et qu'il y a aussi des comorbidités entre les neuroatypies et certaines pathologies. Donc, c'est important, je trouve, de pouvoir et faire des prédiagnostics et de s'y connaître en psychopathologie pour pouvoir à la fois mettre des mots, faire le tri et adresser aux bonnes personnes pour avoir des bonnes prises en charge. Florence V, tu me fais beaucoup rire, reste 70 ans. Youpi! Pourquoi prendre des médicaments Alexandra, tu n'es pas là demain dans les questions-réponses parce que je vois qu'il est 22h et qu'il est très très tard. Si tu n'es pas là, je réponds tout de suite à cette question-là. Si tu me dis que tu es là demain, j'y répondrai demain. J'attends ta réponse. Now. Tu viens de répondre, je pense. Alors, oui, j'ai répondu oui et non. Pourquoi prendre des médicaments? Il y a plein de raisons pour lesquelles prendre des médicaments. Il y a aussi beaucoup de controverses autour des médicaments et des traitements. Moi, je fais pas partie de l'école. Déjà, je suis pas médecin, mais quand même, sans être médecin, vu que j'adresse à des médecins et à des psychiatres, donc je suis au cœur du réacteur. Je fais pas partie de la team médication à outrance. Ok. En revanche, c'est important de reconnaître quand il y a vraiment besoin. Et pour le coup, moi, je peux témoigner personnellement, vraiment. Diagnostic de TDAH à 37 ans, donc déjà diagnostic tardif. Et je viens de commencer un traitement de Ritaline, donc à 47 ans, 10 ans après. Et en commençant le traitement parce que je résistais un peu, parce que je fais pas partie de la team médicaments. Et donc, je résistais un peu aux médicaments et je me disais, ah non, mais c'est bon, je peux me débrouiller, j'en ai pas besoin. Je suis arrivée jusqu'à 37 ans, j'ai réussi à construire une vie, bon, chaotique, mais une vie quand même. OK. Et c'est maintenant que, là, ça fait 2 mois que je prends le traitement de Ritaline.
qui est en train de changer radicalement ma vie, hein, et mon confort au quotidien, et où je me dis, mais quel temps perdu en fait. Toute cette énergie dépensée à surcompenser et à compenser le TDAH, comme un myope à qui on demande. Ouais, bah, je viens de retirer mes lunettes, je vous vois plus. Mais c'est comme si on demande à un myope de se débrouiller sans ses lunettes. Et ben là, c'était la même chose, c'est de dire quelqu'un qui a un TDAH, bah, dans certains cas, lui demander de faire sans le médicament. Franchement, c'est de la maltraitance. Je me dis, mais quelle violence je me suis infligée. Et je pense que j'aurais vraiment beaucoup aimé tomber sur des psys, sur des psychiatres, sur des médecins qui insistent et qui me donnent les bons arguments. Parce que ça m'aurait évité, waouh, au moins 10 ans déjà. Voilà. Après c'est bah, si on a de la dépression, je pense que quand on est vraiment en dépression et certaines formes de dépression, genre la bonne dépression endogène, euh, bien sûr que toute la prise en charge thérapeutique autour, c'est hyper important et que donner des médicaments sans prise en charge, c'est du n'importe quoi et c'est complètement contre-productif, mais que parfois, il va falloir passer par des antidépresseurs. Si on est sur une tendance anxieuse, il va falloir passer sur des anxiolytiques pour pouvoir redonner cette respiration à la personne, pour pouvoir lui remettre de l'espace disponible de cerveau, du tonus et de l'énergie pour pouvoir rentrer dans une prise en charge thérapeutique, psychoéducative, systémique, mettre en place des choses qui vont lui permettre de s'en sortir. Et c'est valable en fait pour à peu près tout. Il y a plein de cas où il n'y a pas besoin et il y a des cas où il y a vraiment besoin et que s'il n'y a pas, franchement, c'est un peu non-assistance à personne en danger, je trouve. On parle beaucoup des effets secondaires. Oui, mais en fait, les effets secondaires, pour le coup, déjà, il y a plusieurs marques. Si on prend le méthylphénidate, donc la molécule pour le TDAH, il y a plusieurs labos qui le proposent, donc plusieurs marques. Et en fonction des marques, ça fait des effets secondaires ou pas et des effets secondaires différents. Et en fait, c'est très expérience empirique, là, pour le coup. On essaye. Et si il y a trop d'effets, en fait, c'est toujours un truc de bénéfice-risque. S'il y a plus d'inconvénients à prendre quelque chose que de bénéfices, ben, on change et on essaye un autre traitement, ou alors on essaye de faire sans traitement. Oui, la micronutrition, les compléments alimentaires, dans certains cas, ça peut suffire, mais alors faut être hyper rigoureux, vraiment. Et je pense que dans certains cas, ça ne suffit pas. Ça dépend vraiment de l'ampleur. Sur un TDAH, ça dépend vraiment de l'ampleur du TDAH. Et notamment, si on est sur un TDAH à l'âge, tout ce que je dis, ça marche pour les enfants, et ce que je dis pour les adultes, c'est qu'à l'âge adulte, si on est sur un TDAH avec encore beaucoup le versant impulsivité, qui est très fort, sans médicaments, c'est compliqué. Juste les compléments alimentaires, ça va pas suffire, vraiment. Et j'en prends plein des compléments alimentaires. Avec Audrey, parce que tout à l'heure, j'ai pas dit, mais quand je dis que je peux témoigner, c'est que Audrey, je l'ai rencontrée justement parce que c'était ma thérapeute pour le système digestif. Je l'avais trouvée sur Instagram et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je n'en peux plus. Les hormones, le syndrome prémenstruel, la préménopause, enfin, tout le bordel. Et en fait, d'avoir retravaillé le microbiote, j'ai vu que ça avait vraiment arrangé, donc tout le version micronutrition, compléments alimentaires et psychonutrition, ça avait arrangé plein de trucs sur l'humeur, plein de choses sur les hormones et tout ça. Sur le TDAH, vu l'ampleur de mon TDAH, non, ça suffit pas. Voilà. Tac, 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 tac. Le psy de l'époque m'avait dit que la Ritaline, c'était que pour les enfants ou les cas graves, si je me souviens bien. Ouais, et en fait, eh ben, c'est pas cool de dire ça, quoi. C'est de la Ça, c'est de la désinformation, par exemple. Parce qu'en fait, et c'est bien ça le problème, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment à cœur de former des gens qui, même s'ils ne sont pas psychiatres ou qui ne sont pas psy, qui sont déjà des sentinelles pour faire de la bonne information, donner les bonnes informations aux gens. Je pense que c'est vraiment ce qu'ils méritent, en fait, c'est d'avoir des bonnes informations. Donc, la Ritaline, c'est très bien chez les adultes qui en ont besoin. Et ce n'est pas que des cas graves, chez les adultes qui en ont besoin. Si ça leur améliore leur confort de vie, s'il y a moins d'anxiété, s'il y a moins d'impulsivité, s'il y a une meilleure concentration, qu'on arrive à mener des tâches et que du coup, en termes d'estime de soi, à la fin de la journée,
c'est beaucoup mieux et on se dit pas, ouais, t'es qu'une feignasse, t'arrives pas à finir les choses, tu fais tout tomber, ta maison c'est le bordel, enfin voilà, t'es une ratée et que j'ai réussi à faire ma journée, genre à peu près comme quelqu'un de normal, même si j'aime pas ce mot-là. En termes d'estime de soi, ça change un petit peu l'expérience aussi. Et le confort, moins d'épuisement, moins de fatigue. Imaginez toute l'énergie que ça demande de compenser un TDAH, de compenser une dyslexie, de compenser un trouble. Waouh, c'est énorme, c'est très violent. Voilà, il est vraiment définitivement beaucoup trop tard. Je suis déjà émerveillée que vous soyez encore là. Et merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci, merci qui est encore là? Perrine, Marion, Florence, qui sont encore là. Et merci vraiment d'avoir partagé votre expérience et personnelle et professionnelle. J'ai mis dans le chat les noms des unes et des autres et là où elles habitaient. Donc, n'hésitez pas à les contacter si personnellement vous avez besoin d'un thérapeute. Je réponds de ces personnes-là qui sont extraordinaires. Merci pour vos témoignages, mesdames. Gros bisous à ceux que je connais et notamment, excusez-moi, je vais faire un petit big up à notre Cyril national ici présent, le seul homme qui, a priori, jusqu'à présent, j'ai 3 hommes à chaque fois dans mes programmes, dont Cyril qui est là et qui s'est inscrit, lui, à la formation donc qui commence en janvier. Donc, très, très, très heureuse que tu te sois inscrite. Eh bien, tu me rajoutes quand même mon petit quota masculin, donc je suis très, très contente. Et quel homme! Donc, c'est cool. Donc, merci pour ta confiance. Merci à toutes, vraiment. Je ne sais pas s'il y a d'autres hommes. Il y en a qui font des feintes. Il y a iPhone de Stéphane, mais si ça se trouve, c'est une femme qui s'est connectée sur le truc de son homme. En tout cas, s'il y a d'autres hommes, merci d'être là aussi. Je pense que vraiment les hommes nous manquent et j'aimerais qu'il y ait de plus en plus d'hommes aussi qui se forment et qui s'intéressent à tout ça parce que le regard masculin, l'énergie masculine qui rentre dans un accompagnement, c'est encore autre chose et c'est hyper intéressant et y compris quand on est une femme, de pouvoir aussi aller travailler avec de l'énergie masculine. C'est magnifique. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve demain pour les questions-réponses. Préparez bien, mettez-les dans le groupe Facebook, vos questions. Si je peux y répondre, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bonne soirée, bonne nuit. À bientôt. Salut. Bye bye. Bisous à tous ceux qui regardent en replay. Bye bye.